C'est quoi ça? C'est rien. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Ah bon? Quelle bonne idée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Crème de l'après-midi. Bonjour Emma. Bonjour Au programme de l'actualité, c'est pas grave, avec la réouverture des restaurants, la fin du télétravail et d'autres revues de presse. Également du sport dans votre émission, on retrouvera Lorenzo, Aurélien et toute l'équipe pour discuter de l'actualité sportive très riche cette semaine. Et pourquoi pas faire aussi un tour côté culture, là aussi pas mal de choses à dire avec Benjamin et ses chroniqueurs qui sont allés faire un tour du côté des catacombes. Puis ce sera le portrait du jour avec William qui reviendra sur le parcours du youtubeur controversé Papacito. Et pour les amoureux de science, on retrouvera l'immanquable Alexandre. On parlera de la réforme du budget pour l'éducation des enfants en situation de handicap avec notre invitée du jour, Tania Vasilev, la présidente de l'association Autismob. Puis ce sera l'heure de notre rubrique santé avec Marion et William. Et un peu de bonnes nouvelles dans ce monde de brut avec la rubrique Bonnes nouvelles. Et faut-il s'inquiéter de la montée en puissance de l'extrême droite? Sacrée question à laquelle notre éditorialiste Dridi va tenter de répondre. Viendra ensuite le débat du jour, pour ou contre la reprise des cours en présentiel. Nos invités Karine Dormoy et Clément Amable seront avec nous en studio. Mais tout de suite, les informations. La fin du télétravail, c'est censé être pour bientôt, mais les Français ont-ils envie de revenir au bureau? Nous verrons cela dans un instant. Viendra ensuite la revue de presse de notre journaliste Romane Duda, avec qui nous ferons le tour de l'actualité française, mais aussi internationale. Puis direction l'Algérie avec Touami, qui nous décryptera les enjeux des élections législatives. Mais avant cela, dans l'actualité, le président Emmanuel Macron a annoncé hier en fin d'après-midi la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Les troupes françaises y étaient engagées depuis 2013. Désormais, la lutte contre le terrorisme sera confiée à des forces spéciales. Les modalités de la fin de l'opération Barkhane seront dévoilées à la fin du mois. Et aujourd'hui commence le G7 en Angleterre. Le sujet principal des discussions, ce sera bien évidemment la pandémie de Covid-19. Boris Johnson a fait la promesse de vacciner la totalité de la planète pour la fin de l'année 2022. Pour cela, des envois de doses vaccinales doivent être planifiés par les membres du G7 en direction des pays en voie de développement. Et une nouvelle évolution dans des mesures sanitaires, le télétravail à 100% a pris fin ce mercredi. Et c'est ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. En plein cœur du quartier de la Défense, les actifs regagnent progressivement les bureaux en traînant un peu du pied. Un reportage de Kelly Bécard. La Défense, midi, plein soleil. Des femmes et des hommes vêtus de tailleurs impeccables se pressent. L'heure de la pause déjeuner a sonné et c'est l'effervescence dans ce quartier d'affaires. Aux alentours, les terrasses sont déjà bondées. La vie semble avoir repris son cours ici. Depuis mercredi dernier, la fin du télétravail à 100% a été décrétée et les salariés ont pu retrouver bureau et collègues. Qui dit travail en distanciel dit liberté d'adresse. Alors ils sont nombreux à en avoir profité pour prendre la poudre d'escampette lors du premier confinement, comme Marie, qui avait quitté Paris pour s'installer en Auvergne. Le retour à la vie normale a un goût amer pour cette directrice marketing qui regrette déjà cette expérience de liberté éphémère. C'est vrai que ça apporte une telle liberté d'avoir du télétravail de façon un peu plus généralisée que si ça ne tenait qu'à moi, je garderais une organisation assez flexible. C'est d'ailleurs bientôt la fin d'une expérience qui a donné des sueurs froides aux patrons, dont une partie a refusé catégoriquement le télétravail durant la crise. Un manque de confiance, de contrôle, de la part d'entreprises qui craignaient de voir leurs salariés moins impliqués et efficaces. Pour Marion et Fatou, toutes deux salariées dans un grand groupe d'assurance, c'est pourtant l'exact inverse qui s'est produit. En étant à domicile, on travaille plus dans le sens où il y a plus ces pauses, les pauses avec l'équipe, on va prendre un café en bas. On a l'impression de plus travailler en étant chez nous qu'au bureau. Malgré ce gain de performance, de temps et de liberté, le télétravail n'a pas que des avantages. Ok, on va avoir un ordinateur, un double écran, mais on n'a pas forcément les chaises adaptées, que notre posture elle n'est pas forcément très bien à la maison et que derrière il y a des séquelles. Il faut prendre aussi en compte le mental. Il y a des personnes à qui ça ne va pas faire plaisir le télétravail, parce qu'ils seront tout seuls. Il y en a qui sont restés au travail tous les jours. Balle au centre pour le télétravail qui a su faire ses preuves durant la crise. D'après Elab, il serait désormais 80% d'actifs à souhaiter un ratio 50-50 en entreprise.
De l'autre côté de la Manche à présent, les tabloïds britanniques ont titré sur, écoutez bien, la guerre des saucisses. En effet, avec l'application du Brexit dès le 1er juillet, la Grande-Bretagne ne pourra plus acheminer certaines viandes en Irlande du Nord, c'est le cas des saucisses britanniques. Le sujet a été au cœur de nombreuses tensions entre Bruxelles et Londres. Alors ça peut paraître un peu dérisoire, surtout lorsque l'on sait que les exportations de saucisses sont assez faibles en Irlande du Nord, mais le litige illustre les tensions sur la question de la frontière de l'Irlande du Nord, qui est toujours soumise aux règles du marché européen. 18 mois de prison, dont 4 fermes, c'est la peine attribuée à Damien Tarel. L'homme qui a giflé Emmanuel Macron lors d'un de ses déplacements dans la Drôme a également été condamné à une perte de ses droits civiques, dont le droit de vote pour les 3 ans à venir. Et après leur réouverture le 19 mai, les bars-restaurants peuvent à nouveau accueillir des clients à l'intérieur depuis mercredi. Alors si certaines restrictions persistent, c'est un soulagement pour les restaurateurs. Un reportage de Clara Bevilacqua, Axel Abdelli et Romain Lugassi. En arrivant à 13h au Barolo, c'est la cohue. Ce restaurant italien a réouvert sa salle intérieure il y a 2 jours et il affichait complet dès le matin. Son gérant Bob se réjouit de cette reprise. Salle complète du matin au soir, pour vous dire. Magnifique, on a travaillé plus à l'aise parce que les gens, on a pris les gens de 7h jusqu'à 22h. C'était un peu dur parce que finalement on a une grande salle. Alors on avait plus de monde qu'avant, la terrasse, elle a fait beau, il y a beaucoup de monde en terrasse. Plus on a rajouté l'intérieur, alors c'est un plaisir de voir les gens rentrer à l'intérieur. La crise du Covid a tout de même laissé des traces. La mise en place du télétravail n'encourage pas forcément à se retrouver au restaurant le midi, regrette Ilona, gérante d'une crêperie. C'était quand même calme la première journée. Après nous on travaillait beaucoup avec les bureaux, maintenant qu'ils sont souvent à la maison, on avait nous la salle pleine et là... quand même beaucoup moins. Ce retour en intérieur reste encore réglementé. Si les terrasses peuvent être remplies entièrement, les salles, elles, doivent respecter une jauge de 50% de leur capacité. Autre changement depuis mercredi, l'allègement du couvre-feu, une nouvelle qui permet aux restaurateurs d'être plus sereins, confie Reda, propriétaire d'une brasserie parisienne. C'est dur de faire partir les gens, surtout quand ça leur a manqué, quoi. Clairement ça change tout, 23h c'est quand même beaucoup plus simple pour nous que 21h, c'était très compliqué. Pour répondre à cette demande, les gérants d'établissements se retrouvent obligés d'embaucher plus. D'après une étude de syndicat de professionnels de la restauration, 100 000 salariés manqueraient à l'appel pour cette réouverture, mais les 3 restaurateurs ont réussi à trouver du renfort. J'ai pris déjà une personne en plus, il me fallait 2, mais j'ai trouvé une déjà, c'est déjà pas mal parce qu'avec les temps qui courent, le personnel de la restauration, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a juste repris une fille avec moi pour la salle. Pour le moment on reste comme ça et on verra plus tard quand on réouvrira normalement. 2 personnes en salle en plus. Et maintenant on s'est aussi arrangé pour faire un service continu dorénavant. Je pense que c'est un peu plus dans l'air du temps. Cette seconde phase du déconfinement redonne le sourire au monde de la restauration. Prochaine étape importante le 30 juin avec la levée du couvre-feu et une jauge évolutive en fonction de la crise sanitaire. Toujours en France, les exportations d'armes de l'Hexagone ont baissé de près de 40% l'an dernier, ce qui équivaut à environ 5 milliards d'euros. La France reste le 3e exportateur mondial derrière les États-Unis et la Russie. Et sachez que Orange devrait publier aujourd'hui les conclusions de son enquête, rapport à la panne téléphonique qui a touché la France il y a de ça une dizaine de jours, une panne à la suite de laquelle au moins 5 décès sont survenus. Joe Biden est arrivé au Royaume-Uni hier pour son long déplacement de 8 jours en Europe, un programme chargé pour le président américain. Marion Taurin, vous nous en dites davantage ? Oui, les États-Unis sont de retour. Ce sont les mots de Joe Biden hier à son arrivée au Royaume-Uni. Il démarre effectivement son tour d'Europe avec au programme un tête-à-tête avec Boris Johnson, une visite à Bruxelles et un sommet avec Vladimir Poutine. Il a choisi l'Europe pour son premier voyage en tant que président des États-Unis et le message est fort, Marion. Ses intentions sont très claires, effectivement. Montrer que son pays compte de nouveau peser sur la scène mondiale. Mon voyage en Europe est l'occasion pour l'Amérique de mobiliser les démocraties du monde entier, a-t-il assuré. Accompagné de la première dame, Jill Biden, le dirigeant démocrate doit participer au sommet du G7 où pandémie et climat font partie des priorités. Et durant sa longue semaine européenne, il est prévu que Joe Biden rende également visite à la reine Elisabeth II, qui règne depuis 69 ans. Et qu'est-ce qu'on retient alors de ces premiers échanges ? Eh bien, particulièrement sa promesse de vaccin pour tout le monde. Avant d'embarquer à bord d'Air Force One, Joe Biden avait promis de dévoiler une stratégie vaccinale mondiale. C'est chose faite. Les États-Unis vont acheter 500 millions de doses de vaccins contre le Covid pour les distribuer à d'autres pays. C'est une façon pour la Maison-Blanche de se poser en leader sur ce dossier après avoir été vivement critiqués. Ils avaient tardé à partager leur vaccin. Et la rencontre attendue, c'est bien celle avec son homologue russe ?
Effectivement, Emma, la rencontre avec Vladimir Poutine est attendue le 16 juin à Genève. Ce tête-à-tête apparaît comme le point culminant de ce premier déplacement. Mercredi soir, le président américain a dévoilé son intention d'être ferme avec son homologue russe. Il a répété ne pas chercher le conflit avec la Russie, mais bien une relation stable et prévisible. Eh bien, c'est un véritable marathon pour Biden. On vous retrouve demain, Marion, pour en savoir davantage. Et sans endroit pour mixer et faire vivre leur musique, les artistes se retrouvent au pied du mur. Une situation insoluble qui concerne l'ensemble de la profession, avec un quotidien bouleversé. Comment les DJ vivent la situation? Un reportage d'Alessandro Sciolek et Yanis Ben Messaoud. Ah, les boîtes de nuit. Sur le carreau depuis mars 2020, le monde de la nuit pousse un cri d'alarme face à la situation actuelle. Si les 1600 discothèques de France ont pu bénéficier d'un plan de soutien spécifique, 250 d'entre elles ont dû définitivement fermer et une centaine d'autres sont au bord de la faillite. C'est tous les réseaux qui s'écroulent avec en tête d'affiche les DJ. Certains d'entre eux ont dû faire une reconversion professionnelle. C'est le cas de Romain, DJ depuis 2018. Sa vie a totalement changé. Quand est tombé le Covid, j'ai profité un mois du chômage. Mais je touchais pas énormément et ça suffisait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher du taf. J'ai ouvert un studio d'enregistrement. Premier confinement, j'accueillais des artistes qui me payaient pour que je les produise. C'était pas suffisant non plus, donc j'ai continué à chercher du taf. Et je suis tombé sur une station essence à Total. Donc je travaillais de nuit. La nuit, je faisais donc pompiste à Total du mine de Rungis. Et le jour, j'étais à mon studio d'enregistrement. Une année 2020 catastrophique qui entraîne une perte significative, voire totale, de ses revenus. Un déficit qui se compte en milliers d'euros. J'ai perdu entre 25 et 30 000 euros en 2020. J'ai pas pu profiter des aides. J'avais pas assez de soirées, j'étais pas assez rempli tous les week-ends pour prétendre aux aides de l'État et déclarer assez. Emmanuel Macron a donné rendez-vous le 21 juin prochain aux gérants des discothèques et aux syndicats pour discuter d'une possible réouverture. Une date ressort le 2 juillet. Romain se veut impatient, mais reste prudent. Je trouve ça plutôt une bonne idée. Après, à voir comment c'est réalisé. Avec la jauge de 65% qui sera mise en place, il faudra qu'elle soit respectée. Et puis après, l'idéal, ça serait que le pass sanitaire intervienne, que chaque client puisse prouver d'un test négatif ou qu'il soit vacciné. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on attend ça. Après, maintenant, il faut éviter de faire n'importe quoi, éviter de retomber dans les travers qui nous ont poussés aux 3 confinements. Un retour qui devrait se faire sans passe sanitaire, mais en principe avec des tests antigéniques à l'entrée. Il sera possible de danser sans masque, mais les discothèques ne pourront accueillir que 65% de leur capacité maximale. Si une bonne aération n'est pas garantie, il sera impossible de rouvrir. Il est 14h13, c'est l'heure de la revue de presse de Roman Douda. Bonjour Roman, Bonjour. Vous êtes nos yeux et nos oreilles en France comme à l'étranger d'ailleurs. Et on commence ce tour de l'information du côté des magazines sortis hier. L'Express revient sur les origines du Covid, avec une enquête sur le laboratoire de Wuhan et l'analyse de la communication différente des États-Unis et de la Chine au sujet de l'origine du virus. L'Obs fait sa une sur la nouvelle guerre froide entre la Chine-Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre. On voit le président américain Joe Biden face au duo Xi Jinping-Poutine. Un duel sous tension, on se souvient de la déclaration du président américain le 17 mars dernier avec ces mots forts « Vladimir Poutine est un tueur et il va le payer ». Toujours en mars, les hauts diplomates chinois et américains ont publiquement critiqué leurs politiques respectives. C'est une stratégie claire et affichée de chaque côté, ça, une guerre de gros sous en prime. C'est bien ça, Roman ? Oui, le gouvernement chinois veut s'appuyer sur sa force économique et technologique pour équiper en réseau 5G des pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient ou d'Europe de l'Est. L'enjeu majeur pour Joe Biden, c'est d'affaiblir l'alliance entre la Chine et la Russie, qui cherche à prendre la place des Américains dans toutes les institutions de gouvernance mondiale, notamment l'Organisation mondiale du commerce. Allez, on passe maintenant aux journaux français. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on parle également de Joe Biden dans la presse française, Roman ? À la une du Monde, on parle des régionales en France, avec le Front républicain en difficulté face à l'engouement croissant pour le Front national. Le premier tour des élections départementales, c'est le 20 juin. Le quotidien Libération fait sa une avec une photo de Joe Biden lors de son atterrissage avec ce titre « Joe Biden, la reconquête de l'Ouest ». La tournée européenne du président américain est l'occasion de consolider des liens qu'il entretient avec ses alliés historiques face aux menaces russes et chinoises. Même son de cloche pour le Figaro, le président américain veut réparer la relation transatlantique et enrôler l'Europe contre la Chine. Et je crois qu'on parle également de football au Figaro, il me semble. En effet, Grégoire, Didier Deschamps, tout sourire, prend la pause en une du Figaro. Le sélectionneur de l'équipe de France de football, championne du monde, a accordé une interview pour parler de ballon et d'autres sujets. Il parle du président de la République, Emmanuel Macron, de Bernard Tapie ou de personnalités politiques comme le général de Villiers. Et on va peut-être passer maintenant à la revue de presse internationale, direction l'Italie. Qu'est-ce qui fait la une chez nos voisins italiens, Roman ?
De l'autre côté des Alpes, c'est bien évidemment l'Euro qui fait les gros titres. Le match d'ouverture est Italie-Turquie et il se dispute à Rome devant 14 000 spectateurs. La Gazzetta dello Sport titre « Siamo tutti azzurri » que l'on peut traduire par « Nous sommes tous bleus ». En Italie, on met en avant la fierté d'ouvrir l'Euro à Rome. Les Italiens comptent sur cet Euro pour prendre leur revanche. On se souvient de l'élimination de l'Italie face à la Suède en barrage pour participer au dernier mondial. Une blessure pas totalement cicatrisée, malgré un bon parcours des Italiens depuis l'arrivée de Roberto Mancini sur le banc de la Squadra Azzurra. Allez, on va terminer ce tour du monde en Espagne. Là-bas, on parle de fiasco, du fiasco de la préparation avec des joueurs tous à l'isolement. Ils s'entraînent par petits groupes, raconte El Mundo, car 2 joueurs sont positifs au Covid, notamment Sergio Busquets, le capitaine de la sélection. Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja, a convoqué 40 joueurs en tout, notamment des espoirs pour avoir 2 équipes en cas de contamination en masse de ces internationaux espagnols. Mais aucun joueur du Real Madrid n'est sélectionné pour cet Euro, un affront pour les supporters merengues. Allez, merci beaucoup Roman, c'était la revue de presse. On se retrouve demain à la même heure. Toujours à l'international, près de 24 millions d'Algériens seront appelés demain à voter pour les élections législatives. Ils éliront les députés de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, pour un mandat de 5 ans. Alors Touami, expliquez-nous ce que cette élection représente pour le peuple algérien. Bonjour Emma, l'Algérie va vivre sa 3e et dernière échéance électorale. Celle-ci est destinée à finaliser la feuille de route de la normalisation institutionnelle entamée avec l'élection présidentielle de décembre 2019 et le référendum sur la révision constitutionnelle de novembre 2020. Les 2 premiers scrutins ont été très contestés au regard de leur faible mobilisation. Le référendum sur la révision de la Constitution, organisé en novembre dernier, a par exemple connu un taux de participation de seulement 23%. Et pour les législatives de ce samedi 12 juin, les médias et spécialistes promettent déjà un niveau de participation historiquement bas. Et à quoi ressembleront ces élections? Peut-on dire qu'elles seront libres? Bien, pour éclairer nos auditeurs, nous allons recontextualiser la chose. On se souvient que le mouvement populaire appelé Hirak a fait tomber l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et son régime. En quête d'une légitimité abîmée, le pouvoir actuel entend avec le scrutin de demain tourner définitivement la page de la transition politique en se débarrassant d'un parlement encore affilié au FLN, le groupe politique de l'ancien régime. Abdelmajid Tebboune, le président actuel, a donc laissé libre les candidatures, ce qui a poussé nombre de candidats indépendants à se présenter. Le grand nombre de listes, plus de 2200, et la participation importante des jeunes vont de fait bouleverser la cartographie parlementaire. En raison de la nouvelle loi électorale, la moitié des candidats présentés sur les listes doivent avoir moins de 40 ans. D'accord, mais peut-on craindre le retour en force des islamistes? Bien, il faut savoir une chose, en Algérie, les sondages d'opinion n'existent pas, mais les observateurs du pays présupposent 2 choses. En premier lieu, que le nouveau Parlement sera hybride, sans parti hégémonique, et que les islamo-conservateurs seront très présents, non pas à travers un bloc monolithique, mais en nébuleuse. Interrogé sur l'éventualité de voir les islamistes conquérir le Parlement, le président Tebboune a répondu dans une interview à l'hebdomadaire Le Point: « L'islam politique a-t-il bloqué le développement de pays comme la Turquie, la Tunisie et l'Égypte? Non, cet islam politique-là ne me gêne pas, parce que les lois de la République s'appliqueront à la lettre. Il faut comprendre ici un islam politique en opposition à l'islamisme insurrectionnel qui fit basculer le pays dans une guerre civile terrible dans les années 90. » Le Hirak n'a donc pas de poids dans ces élections? Eh bien, c'est ça. Au bout de 2 ans, le Hirak a été incapable de définir un projet commun, de désigner un ou des leaders et de proposer une transition politique. Et cet échec n'est pas à mettre sur le compte du pouvoir, mais plutôt sur les divisions entre les islamistes et les indépendantistes kabyles du MAC. Les premiers veulent ressusciter le FIS, le Front islamique du salut, et les seconds demandent la séparation de la Kabylie du reste du pays. Et quel que soit le vainqueur de ces élections, le nouveau Parlement n'aura pas assez de poids pour contrer le pouvoir. La nouvelle constitution sanctuarise l'exécutif, en partie représenté par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et ainsi, le grand gagnant aura donc seulement le droit de nommer un nouveau Premier ministre. Merci beaucoup Touami, c'est la fin de ce bulletin d'information, un nouveau point sur l'actualité dans une demi-heure. Et maintenant, c'est le journal des sports avec Lorenzo et toute son équipe, évidemment. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis. D'accord, mais vas-y en douceur, champion. Bonjour à tous et bienvenue pour le journal des sports. Au programme aujourd'hui, le journal de Roland Garros, le portrait de Clarisse Agbenienou et la chronique rétro. On commence donc avec le Flash Info Sport. Coup d'envoi ce soir du championnat d'Europe de football à 21h avec le match Italie-Turquie devant plus de 15 000 spectateurs. Une édition qui va donc débuter 1 an après avoir été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. L'équipe de France fera son entrée en lice mardi prochain contre l'Allemagne. Espérons que les Bleus sauront imiter leurs homologues féminines. Les Françaises se sont imposées 1-0 hier contre l'Allemagne en match amical grâce à un but de Kenza Dali. Une victoire de bon augure pour l'Euro qui
qui se déroulera l'année prochaine. En NBA, les playoffs continuent avec le Utah Jazz qui a remporté hier soir son deuxième match à domicile face aux Los Angeles Clippers, 117-111 en demi-finale de la conférence Ouest. Les coéquipiers de Rudy Gobert ont pu compter sur un Donovan Mitchell des grands soirs, auteur de 37 points. Du côté de la conférence Est, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ont enlevé le match 3 de leur série face aux grands favoris pour remporter le titre, les Brooklyn Nets, sans James Harden blessé. Ces derniers mènent encore 2 victoires à 1 dans la série. Journée décisive à Roland-Garros aujourd'hui, les 2 demi-finales du tableau masculin sont en programme. Le grec Stefanos Tsitsipas affrontera l'allemand Alexander Zverev. L'autre demi-finale verra s'affronter le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le tenant du titre, l'inévitable Rafael Nadal. Semi sera avec nous pour nous parler de ça dans le journal de Roland. L'équipe de France de volley s'est inclinée hier après-midi face à la Slovénie pour le compte des tours préliminaires de la Nations League. Les Bleus se sont inclinés au tie-break. Il s'agit de leur deuxième défaite en 8 matchs. Ils pointent à la 3e place du classement. Prochain match ce soir contre le Canada à 19h30. Seimi est avec nous pour nous présenter le journal de Roland Garros. Bonjour Seimi. Bonjour Lorenzo. Roland Garros touche quasiment à sa fin, c'est l'heure des demi-finales pour le tableau masculin. Mais que s'est-il passé hier à la Porte d'Auteuil ? Et oui, hier ont eu lieu les premières demi-finales des internationaux de France. Chez les dames, les 2 rencontres ont été jouées sur le court Philippe Chatrier, avec comme première affiche la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 31e mondiale, qui a affronté l'une des révélations de ce tournoi, la Slovène Tamara Zidansek. Malgré un premier set remporté difficilement, la Russe a réussi à prendre le jeu à son avantage au cours du second set pour s'imposer au final 7-5, 6-3. Elle affrontera en finale ce samedi la Tchèque Barbora Krejcikova qui se qualifie au terme d'une rencontre extrêmement disputée face à la Grecque Maria Sakkari, 18e mondiale, puisque c'est un tie-break qui a scellé le sort de ce match 7-5, 4-6, 9-7. Et enfin une bonne performance pour les Français, il faut se tourner vers le double messieurs. Et oui, il y a eu aussi les demi-finales double messieurs hier et bonne nouvelle, la paire française Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert s'est imposée face à la redoutable paire colombienne Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, classé numéro 2 mondial en double. Les 2 Français pouvaient compter sur un public du cours Simone Mathieu, complètement survolté. Malgré un premier set concédé, la paire tricolore s'est bien reprise ensuite pour s'imposer finalement 6-7, 7-6, 6-4, le tout en 2h52. Après cette rencontre, Pierre-Hugues Herbert s'est arrêté devant les micros de France Télévisions pour exprimer sa joie en mettant en avant le soutien du public. Non, complètement, on était plus que 3, très sincèrement, on était 10 sur le terrain. Et non, c'est juste extraordinaire qu'on ait réussi à retourner ce match et vraiment ils le méritent, qu'on soit en finale. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on a tenu et qu'on a réussi à faire tourner ce match. Donc un grand merci à tous ceux qui sont venus à cette ambiance de dingue. Ils joueront en finale la paire kazakhstanaise Alexander Bublik, Andrei Golubev, vainqueur plus tôt dans la journée d'hier de la paire espagnole Pablo Andújar et Pedro Martinez, 1-6, 6-4, 6-4. Rencontre à suivre ce samedi. Et gros programme aujourd'hui sur les cours de Roland. Et oui, aujourd'hui, suite des demi-finales avec les simples hommes avec 2 chocs. Dans un peu moins de 30 minutes, sur le cours Philippe Chatrier, le numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas affronte pour une place en finale l'allemand Alexander Zverev. Après l'échec à ce stade de la compétition l'an dernier, le Grec aura à cœur de se qualifier pour la première fois de sa jeune carrière en finale des internationaux de France. Après ce match, l'autre choc tant attendu, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, face à l'Espagnol Rafael Nadal, 13 fois vainqueur du tournoi. Juste après sa victoire mercredi face à Matteo Berrettini, le Serbe a encensé son futur adversaire avec des propos plus qu'élogieux à son égard. Il déclare, je cite, « Nadal est le plus grand rival que j'ai eu dans ma carrière. Très belle rencontre en perspective. » Merci Seimi. Mercredi, la judokate française Clarisse Agbenienou a remporté un nouveau titre de championne du monde. Le portrait d'une championne française avec vous, Dridia Michi. Clarisse Agbenienou a grandi une nouvelle fois son palmarès. Déjà quintuple championne d'Europe. Elle est devenue ce mercredi quintuple championne du monde des moins de 63 kg. Âgée de seulement 28 ans, elle participera aux JO de Tokyo cet été. Vice-championne olympique, nul doute que la judokate française aura à cœur de décrocher le seul titre qui manque à son palmarès, l'or olympique. Si aujourd'hui Clarisse Agbenienou est une grande championne aux yeux de tous, rien n'a été facile pour elle, et ce, dès la naissance. Née prématurée et souffrant d'une insuffisance rénale, son parcours fut jalonné d'obstacles. La quintuple championne du monde est une sportive engagée et souhaite faire passer ce message. Même si les obstacles sont nombreux, il faut toujours se battre et continuer d'y croire. À force de travail et de résilience, même les rêves les plus fous peuvent se réaliser. La judokate française oscille entre ses séances d'entraînement à l'INSEP et son engagement. 2 causes lui tiennent à cœur. Aider les enfants prématurés et conjuguer le sport féminin.
le sport au féminin. Pour accompagner les jeunes prématurés, Clarisse Agbenienou s'est engagée en devenant marraine de SOS Préma, une association qui se bat pour donner à tous les enfants prématurés les chances de bien grandir et montrer à tous ces enfants qu'ils ne débutent pas dans la vie avec un train de retard. Son parcours de vie a toujours guidé ses choix, c'est pourquoi un autre combat lui tient à cœur, celui de l'égalité entre les sexes. Le 24 janvier dernier, elle est devenue marraine de la Journée internationale du sport féminin, un événement ayant pour but de sensibiliser le public au sport féminin encore peu médiatisé. Merci Driddy, et comme je l'ai évoqué durant le Flash Info, l'Euro 2021 commence ce soir. Alors pour se remémorer les émotions que nous provoquent les grandes compétitions internationales, Aurélien Bayard va nous évoquer une Madeleine de Proust, la finale de l'Euro 2000. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un peu cliché comme lancement de chronique, je le conçois. Cependant, c'est de bonne aloi puisque l'équipe de France a gagné l'Euro il y a de ça 21 ans. Et contre l'Italie qui ouvre le bal du championnat d'Europe des nations ce soir. Pour arriver jusqu'en finale, la France a dû sortir d'un groupe composé des Pays-Bas, de la République tchèque et du Danemark, des équipes jamais faciles à aborder au début des années 2000. En quart de finale, les tricolores battent l'Espagne difficilement, Zidane et Djorkaeff sauvent les Français qui se sont quand même fait peur, puisque Raoul a raté un pénalty à la dernière minute du match. En demi-finale, place au Portugal. Alors que les deux équipes se dirigent vers les tirs au but, Abel Javier commet une main dans la surface de réparation, le latéral droit peroxydé a beau protester, l'arbitre désigne le point de pénalty. Zidane transforme la sentence et grâce à la règle du but en or, la France est en finale. Et vous avez abordé nos bleus, mais comment l'Italie a fait pour se hisser au dernier stade de la compétition, Aurélien ? La Squadra Azzurra a eu un parcours un peu plus simple. Belgique, Turquie, Suède en phase de groupe, la Roumanie en quart de finale. C'est surtout la demi-finale contre les Pays-Bas qui a été compliquée. Rapidement réduit à 10, les Transalpins vont être héroïques, surtout leur dernier rempart, Francesco Toldo. Alors qu'il ne devait pas être titulaire dans cette compétition, le portier de la Fiorentina arrête 2 pénaltys et 2 tirs au but durant ce match. La nationale est rejoint la France. Cette finale a un goût de revanche. 2 ans plus tôt, Français et Italiens s'étaient rencontrés en quart de finale du mondial, la loterie des tirs au but tournant à l'avantage des Bleus. Le match est intense, Henri, Djorkaeff, Zidane, les trois essaient d'inquiéter Francesco Toldo mais en vain, idem côté transalpin puisque Del Vecchio, Totti et Fiore ne trompent pas la vigilance de Fabien Barthez. À la 5e minute, Vicente Lizarazu se fait prendre dans le dos par Pesotto, le centro cordo du latéral italien finit sur la tête de Del Vecchio qui propulse la balle à l'intérieur des filets. La Squadra mène 1-0, elle a même l'occasion d'enfoncer le clou, mais Alessandro Del Piero loupe de grosses occasions. C'est ce qu'on appelle dans le jargon sportif le tournant du match. Je ne peux qu'acquiescer. Jusqu'au bout, Roger Lemaire va tenter de renverser la vapeur. Ces 3 changements sont purement offensifs. Wiltord rentre à la place de Dugarry, Trezeguet remplace Djorkaeff et Lizarazu quitte le terrain, Pires fait le chemin inverse. Durant les arrêts de jeu, le banc italien commence à se rassembler. Sur le pré, la Nazionale commence à faire tourner la balle, attendant tranquillement qu'Anders Frisk siffle le coup de sifflet final. Mais à la place, il signale un hors-jeu de Montella. Barthez se charge de ce dernier coup franc grâce à un coup de billard. Le ballon finit dans les pieds de Wiltord. Sa frappe croisée passe entre les jambes de Nesta et surprend Toldo. La France égalise dans les derniers instants du match. Il faut donc aller aux prolongations avec la règle du but en or. L'Italie n'y est plus mandalement et la France n'a plus qu'à l'achever. 103e minute, Pires centre pour Trezeguet, sa reprise de volée transperce les filets. Les Bleus sont champions d'Europe. Merci Aurélien, on espère revivre ces émotions dans un mois tout pile puisque la finale de cet Euro se déroulera le 11 juillet prochain à Wembley. Messieurs, vous avez chacun choisi un favori et vous allez m'expliquer pourquoi. Samy, pourquoi tu vois la Belgique remporter le trophée ? Déjà, la Belgique, depuis plusieurs années, a toujours gardé cette ossature avec des joueurs comme Lukaku, Hazard, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld, Courtois et compagnie. Et en fait, durant les éliminatoires de l'Euro, ils ont été impressionnants. Ils ont marqué une quarantaine de buts pour 3 buts encaissés. Ils ont été invaincus. 2014, ils ont été en quart de finale contre l'Argentine. 2016, Pays de Galles. 2018, demi-finale de Coupe du Monde face à la France, dont tout le monde s'en rappelle. Et pourquoi pas cette année, soulever le trophée. Oui, moi, je vois bien la Belgique. On verra si la Belgique arrive à enfoncer ce plafond de verre au-dessus de leur tête. Driddy, vous voyez plutôt l'Angleterre qui court après un trophée international depuis 55 ans. Pourquoi ce choix ? On a l'habitude de les voir justement comme équipe possiblement vainqueur d'un tournoi. Les Anglais, malheureusement, ils trébuchent toujours. Leur dernière campagne de Coupe du Monde, pour moi, est plutôt rassurante. Ils ont été en demi-finale de celle-ci. Et puis, un nouveau vivier est présent maintenant avec des joueurs comme Phil Foden, Grealish, Chilwell. Mason Mount aussi. Mason Mount aussi également, qui vient renforcer ce milieu de terrain. Il y a aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que les équipes nationales sont assez pauvres en latéraux, que ce soit à gauche ou à droite. Et là, il y a un vivier assez énorme avec Reece James, Luke Shaw, Grealish ou autres
Trent Alexander-Arnold par exemple qui s'est blessé, mais il y en a un autre qui va le remplacer, et ils ont une super équipe, donc pour moi c'est vraiment eux. Et puis aussi Gareth Southgate qui connaît mine de rien ce groupe, qui l'a forgé, qui l'a accompagné depuis maintenant plusieurs années, donc pour moi ce sont eux les favoris de l'Euro. Ils font pas un bruit, mais ils seront là. Et Aurélien, vous vous montrez plutôt chauvin et vous pensez que la France peut répéter le même exploit qu'il y a 21 ans, à savoir réaliser le doublé Coupe du Monde Euro. Oui, j'espère que la France fera grand bruit en faisant ce fameux doublé. Alors on va commencer dans les clichés, le fameux trio que tout le monde nous envie, puisqu'on a vu durant les matchs amicaux que Benzema, Griezmann et Mbappé ont su se trouver sans se marcher sur les pieds. Mais bon, une équipe, ce n'est pas que 11 joueurs, c'est aussi de bons remplaçants. On a pu voir aussi à l'image de Dembélé, Coman et Lemar qui sont très en jambes, et ce sera nécessaire quand l'équipe de France sera menée au score ou cherchera à déverrouiller un match. Il y a aussi quelque chose de très important pour moi, c'est la certitude tactique. Les Français se connaissent par cœur, Didier Deschamps sait comment jouer, et cela, c'est important pour gagner une compétition internationale. Merci à toi Aurélien, merci à vous tous. C'est la fin de la page des sports, tout de suite une page de pub, et puis après ce sera le retour du Flash Info. Venez découvrir notre nouveau tapis de yoga Décathlon. Un tapis en microfibre avec 2 couches moelleuses pour un maximum de confort et d'amortissage. Découvrez aussi une surface plus adhérente et des matériaux durables pour une plus grande résistance. Comme Mélissa, n'hésitez plus, essayez-le, ça sera l'adopté. Avec mon tapis de yoga Décathlon, je peux faire du sport à la maison. Merci Décathlon. Ouais, j'ai vu. On est vraiment en galère d'argent en ce moment, faut vraiment qu'on économise. T'inquiète pas, aujourd'hui et pendant une semaine, le pot de yaourt Yoplait est à seulement 2 € le pack de 6. 2 € le pack de 6 ? Oui, 2 € le pack de 6. Bien dit, 2 € le pack de 6 ? Oui. Bah on ne risque pas de mourir 2 fois alors. Offre valable uniquement à compter du 4 mai 2020 dans les magasins U, Méga U, Super U, Market U et U Express participants. U, les nouveaux commerçants. Vous êtes passionné de football, vous avez été fauché en plein rêve en vous faisant les ligaments croisés, vous connaissez par cœur les effectifs de la 3e division du championnat danois. N'hésitez plus et mettez vos connaissances au service du jeu dans Football Manager édition 2020. Jeu gratuit au début du confinement, désormais disponible à 40 € sur la plateforme Steam. C'est quoi ça? C'est rien. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Ah bon? Quelle bonne idée. Il est 14h30, c'est l'heure de votre Flash Info avec Roman Lugassi. Après un an d'attente, l'heure de l'Euro de football a enfin sonné pour les amateurs de foot. Coup d'envoi ce soir à 21h à Rome pour le premier match de la compétition entre l'Italie et la Turquie. La France, elle, de son côté, disputera son premier match mardi prochain contre la sélection allemande à Munich. La fin de l'opération Barkhane a été annoncée par Emmanuel Macron. 8 ans après le début de l'intervention au Sahel, le président a affirmé vouloir recentrer les efforts militaires français autour de la lutte contre le djihadisme en collaboration avec les forces locales. La majorité des 5000 soldats sur place se retirerait donc pour ne laisser place qu'aux forces spéciales expertes en lutte antiterroriste qui viendraient épauler les armées de la région. Le G7 est lancé, la réunion annuelle des grandes démocraties libérales s'ouvre aujourd'hui au Royaume-Uni, en Cornouailles. L'événement est marqué par la volonté du président américain de Joe Biden de réaffirmer une forte alliance entre les États-Unis et l'Europe pour faire front commun face à la Russie et à la Chine. Emmanuel Macron a tout de même calmé le jeu en déclarant vouloir créer une voie européenne indépendante de pouvoirs extérieurs. Une des propositions phares de ce G7, c'est de vacciner les pays défavorisés. L'Organisation mondiale de la santé estime que 60% de la population d'Afrique devrait être vaccinée pour rétablir la situation sanitaire du continent. Proposition des leaders du G7, 1 milliard de doses pour les pays en voie de développement. Le président français a aussi exhorté les laboratoires pharmaceutiques à donner 10% de leurs doses à ces pays. Prison ferme pour Damien Tarel, l'auteur de la gifle contre Emmanuel Macron. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis, dont 4 mois fermes. Incarcéré à l'issue de son procès, l'homme de 28 ans a aussi écopé de 5 ans de suspension de ses droits civiques, dont son droit de vote, et d'une interdiction de porter des armes. Le président français a de son côté déclaré ne pas vouloir exagérer la gravité de ses actes, préférant évoquer sa volonté de réguler et limiter la haine sur le net. Tennis maintenant. Le tournoi de Roland-Garros entre dans la dernière ligne droite. En ce moment même sur le court central, Stefanos Tsitsipas affronte Alexander Zverev pour une place en finale. Deuxième demi-finale à 18h avec le Serbe Novak Djokovic qui sera opposé au maître incontesté de la terre battue, Rafael Nadal. Demain, place aux femmes avec la finale qui verra s'opposer la Tchèque Krejčíková à la Russe Pavlyuchenkova.
Et on finit ce bulletin avec de la météo, le temps pour aujourd'hui, ensoleillé sur l'ensemble de l'Hexagone. Il fait 26 degrés à Paris, 24 à Lille, pic de température à Perpignan avec 31 degrés. Le temps restera frais sur la Bretagne avec seulement 20 degrés sur la pointe du Cotentin. Attention tout de même si vous vous trouvez dans les Hautes-Pyrénées près de Tarbes, des orages risquent d'éclater en milieu d'après-midi. Merci beaucoup Roman pour ce rappel de titre et merci aussi pour la météo. On enchaîne sans plus tarder sur le portrait du jour avec William. Aujourd'hui William, vous allez nous parler du controversé youtubeur classé bien, mais alors bien à droite, Papacito. Crâne rasé, lunettes noires et tatouages exubérants, Papacito est à lui seul un personnage, impossible à manquer ni à oublier. Méconnu du grand public, ce trentenaire d'origine toulousaine est assez populaire sur internet. Cumulant plus de 2 millions de vues sur sa chaîne YouTube, ce petit-fils d'immigrés espagnols est un des nouveaux visages de l'extrême droite en ligne. De son vrai prénom Hugo Ril Jiménez, Papacito est un grand passionné d'armes et un adorateur du Moyen-Âge, qui n'hésite pas à s'improviser écrivain ou blogueur à ses heures perdues. Dans ses vidéos, il collabore avec des amis d'extrême droite, comme celle sur Jean-Luc Mélenchon où il est accompagné d'un certain Code Reynaud, vidéaste spécialisé dans la vulgarisation du monde des armes à feu. Accompagné d'autres figures de l'extrême droite en ligne, Papacito lance en 2018 l'hashtag #MontuneÉquipe. L'objectif est simple, rassembler plusieurs adeptes d'extrême droite afin de monter des structures dans l'Hexagone. Cette initiative a finalement mené à la création d'un groupuscule nommé Violent, Vengeance, Patriote, VVP. Sous la houlette de Papacito, ce groupe organise des séances d'apprentissage de techniques de combat ou d'usage d'armes. Royalisme, homophobie, ultranationalisme et islamophobie, les adjectifs ne manquent pas quand il faut décrire les vidéos de ce fidèle de la droite dure. Malgré tout, son sujet préféré reste la critique de la gauche et de leur soi-disant manque de virilité. Ami d'Éric Zemmour et fidèle lecteur du magazine Valeurs Actuelles, Papacito tient un discours plus que borderline, mêlant sexisme, racisme et transphobie. Ces récents écarts lui ont valu d'être banni du réseau social Twitter, mais rien n'arrête Papacito et sa communauté. Il s'exporte rapidement sur Instagram et est déjà suivi par 71 000 personnes. Fier de sa vulgarité ainsi que de son franc-parler, Papacito n'a pas fini de faire réagir ses admirateurs comme ses détracteurs. Merci William, tout de suite place à la culture avec des chroniques plus surprenantes les unes que les autres. On ne vous en dit pas plus, c'est l'heure de culture et confiture avec Benjamin. Oui. Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. Vers l'infini. Bienvenue à ce point culture. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Culture et Confiture. Dans l'actualité culturelle du jour, c'est le retour des festivals. Plusieurs organisateurs ont annoncé le maintien de la musique en extérieur. Vous pourrez par exemple retrouver le Wheel of Green début septembre et l'Electric Park Festival également début septembre ou encore la Dream Nation en fin septembre. Et Emmanuel Macron a annoncé que la reprise des boîtes de nuit pourrait reprendre le 2 juillet selon l'évolution de la crise sanitaire. Depuis mercredi, la jauge des places dans les lieux de culture est passée à 60%, donc c'est le moment d'aller au cinéma. En ce moment, vous pouvez retrouver le dernier Conjuring si vous êtes fan des films d'horreur. Et toujours en tête d'affiche depuis presque un mois, on retrouve Adieu les cons d'Albert Dupontel, mais aussi Nomadland dont vous allez nous parler. Axel, bonjour. Bonjour Benjamin. Mais avant ça, on va parler de deux autres sorties que vous pourrez regarder après une terrasse, un vendredi soir d'après boulot. Évidemment, on va pas parler de Joséphine Ange Gardien, mais plutôt de l'une des productions Netflix les plus populaires, Axel. C'est en effet le retour de Lupin sur la plateforme de streaming aujourd'hui ce matin. 5 nouveaux épisodes pour reprendre une histoire laissée sur un gros suspense en janvier dernier. Souvenez-vous, Hassan Diop, le gentleman cambrioleur interprété par Omar Sy, voyait son fils se faire enlever par l'homme de main du grand méchant Hubert Pellegrini. Tu touches à un cheveu de mon fils, je te tue. Tu veux ton fils ? Je viens le chercher. Si Diop réalise qu'on a son fils, on n'aura plus à le chercher. On va se servir du gamin comme appât. Une conclusion qui avait laissé les spectateurs sur leur faim et ils étaient très nombreux à demander la suite de la série. 76 millions de foyers ont regardé la première partie et Lupin est devenu la série non anglophone la plus populaire de Netflix devant La Casa de Papel par exemple.
Alors pour cette partie 2, les premiers retours parlent d'épisodes plus intimes et plus sombres, comme on a pu l'entendre dans cette bande-annonce. Il est l'heure pour Assane Diop de retrouver son fils et de venger sa famille. C'est vrai que je ne l'ai pas vu encore et ça me tente beaucoup. Et on quitte maintenant la France et même la planète Terre pour retrouver la dernière production Marvel Studios consacrée à Loki. Et oui, le demi-frère de Thor est la nouvelle star d'une série Disney+. Alors Benjamin, est-ce que vous vous souvenez où en était Loki dans les films ? Oh, je ne m'en rappelle plus du tout. Parce qu'il meurt Il meurt une première fois, il revient, ouais, il remeurt. Et là, ils se sont débrouillés. Pour le faire revenir sur le devant de la scène, elle reprend directement après la fuite donc, de Loki dans le dernier film Avengers Endgame et plonge le dieu de la malice au sein de l'étrange TVA. Mais la TVA a aucun rapport avec les taxes, du coup j'imagine. Absolument pas, si ce n'est que lui aussi va devoir payer. Sa fuite avec le fameux Tesseract a changé le cours de l'histoire et créé une réalité parallèle. La TVA ou Time Variance Authority, vous avez vu l'accent, s'occupe de traquer ces incohérences et ceux qui les provoquent. Le boss de cette agence, incarné par Owen Wilson, offre alors à Loki la chance de se racheter en devenant l'un de ses agents. La diffusion est hebdomadaire et le premier épisode est disponible depuis mercredi sur Disney+. Loki, vous avez de graves ennuis. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Allez, venez, asseyez-vous. Vous avez altéré la réalité. Vous avez besoin du dieu de la malice. Loki est imprévisible. Je sais qui je suis. Bon. Mauvais. Un peu des deux en fait. Alors bon ou mauvais dans la série, vous verrez ça si vous la regardez. Et pour ceux qui préfèrent sortir de chez eux, les sorties cinéma promettent aussi de bons moments avec justement Nomadland, primé 3 fois aux Oscars cette année. Et oui, le Covid n'a cessé de repousser sa sortie en salle initialement prévue l'année dernière, mais Nomadland est enfin au cinéma depuis mercredi. On y suit Frances McDormand qui se glisse dans la peau de Fern, une sexagénaire précaire, sans le sou, et qui a perdu son job. Elle traverse l'Ouest américain dans sa petite camionnette aménagée au gré des petits boulots qu'elle va trouver. Elle découvre alors d'autres gens comme elle, une véritable communauté même, comme l'explique un personnage dans la bande-annonce. J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux. Une histoire touchante donc, inspirée du livre d'une journaliste qui raconte la vie de tous ces seniors qui ont tout perdu après la crise de 2008. Et pour ne pas trahir leur histoire, ces nomades des temps modernes ont même interprété leur propre rôle à l'écran. Et Benjamin, petit quiz, est-ce que vous auriez reconnu le compositeur de la musique dans la bande-annonce ? Ah non, justement, j'étais en train de me dire qu'elle était vraiment magnifique. Eh bien, c'est Ludovico Einaudi, celui qui a fait les musiques d'Intouchables, et aussi récemment The Phaser avec Anthony Hopkins. Qui sont des très bons films et qu'on recommande d'ailleurs, et je pense que j'irai voir Nomadland justement. Vous m'avez donné envie de le voir. Merci Axel, et puis on enchaîne directement avec une exposition unique en Europe, et tous nos sudistes seront contents puisque ça se passe à Marseille. Elle s'appelle l'Unzipped Exposition, moi aussi j'ai un très bel accent, et elle retrace la carrière des Rolling Stones. L'expo regroupe 400 objets appartenant au groupe de rock et une reconstitution de leur premier appartement en colocation au début de leur carrière, donc ça a l'air super intéressant. Si vous comptez y aller, sachez que le Vélodrome accueille cette exposition jusqu'au 5 septembre. Et toujours en rapport avec la musique, Elton John a alerté Londres sur le risque du Brexit, sur la future génération d'artistes anglaises. Il appelle le gouvernement à résoudre, je cite, ce bazar s'il ne veut pas perdre une nouvelle génération de talents de premier plan mondial. Fin de citation. Place à notre petit frisson de la semaine grâce à notre rayonnante mais aussi un peu frissonnante Sophie Gauthier. Âme sensible s'abstenir, voici les histoires et légendes d'un des lieux les plus anciens de Paris, un labyrinthe sombre et méconnu des Français, les catacombes. Avec la réouverture des lieux culturels, vous pouvez vous aventurer dans cet endroit frais, parfait pour les températures du moment, situé à 20 mètres de profondeur. Mais à quel prix ? Celui de votre vie ? Ce labyrinthe qui compte plus de 6 millions d'ossements de Parisiens est imprégné d'histoires et de légendes, l'une des plus connues, celle des 100 crânes de chat. 1896, des ouvriers font une sombre découverte, des centaines de crânes de chat jonchent le sol des carrières souterraines.
Le peuple s'interroge, y a-t-il eu un rituel chamanique qui aurait mal tourné? Ou un tueur psychopathe qui prend des animaux sans défense pour cible? Deux spécialistes en sciences naturelles réalisent plus tard qu'il y a un puits commun entre les catacombes et la cour d'un restaurant de l'époque, réputé pour les givelottes de lapin. L'un des spécialistes explique que la viande de chat aurait le même goût que la viande de lapin. Un cuisinier peu scrupuleux et radin aurait pu se servir de cette similitude de goût pour faire des économies un peu sombres. C'est vrai que ça fait flipper, j'espère qu'ils mangent pas les humains. Et il me semble aussi qu'il y a une histoire en rapport avec le saint patron. Alors tout commence en 1793 alors que Paris vit la Révolution française. Pour entretenir ce réseau de galeries interminables, un homme, Philibert Asper. S'il en est le gardien, il n'en est pas le concepteur et il n'est donc pas l'abri de s'y perdre. Un soir, le portier s'aventure dans les carrières sans prévenir personne. Beaucoup imaginent qu'il se serait lancé à la recherche des caves du couvent des Chartreux pour trouver quelques bouteilles de leur célèbre liqueur, la Chartreuse. Malheureusement pour lui, il ne trouva ni la Chartreuse ni la sortie de ce tunnel. L'homme marche des heures, ou peut-être des jours, dans l'obscurité la plus totale, sans aucun succès. 11 ans plus tard, des ouvriers trouvent son squelette, identifiable grâce à son trousseau de clés. Il fut enterré sur place et une stèle y est dressée en sa mémoire. C'est un endroit bien connu des cataphiles. Les cataphiles ? Et oui, les visiteurs des catacombes sont si nombreux qu'on leur a donné un nom, mais il ne s'agit pas des visiteurs lambda qui passent par l'entrée officielle du 1 avenue du colonel Henri Roltanguy, mais de ceux qui s'aventurent de manière clandestine dans les galeries fermées au public. Mais comment y accèdent-ils? Thomas Barros, qui a réussi à accéder aux catacombes après plus d'1 an de recherche, avait d'abord eu un indice. Les plaques d'égout en forme de soleil, on a su que ça menait aux catacombes, mais ces plaques d'égout, elles sont ressoudées très régulièrement par la mairie de Paris. Et malgré cette information utile, Thomas a dû attendre de croiser un homme avec des bottes d'égoutier. Il nous a fait rentrer, on a commencé à passer par les chatières pour accéder jusqu'à des salles intéressantes. Il y a une salle avec une reproduction de Paris qui est sculptée dans la pierre sur une table en pierre. On a aussi beaucoup marché. On est resté, je pense qu'on est arrivé vers 21h dans les catacombes et on est ressorti le lendemain matin vers 8h, 9h. Et quand bien même ces explorations plaisent beaucoup à Thomas, il lui est arrivé d'avoir très peur alors qu'il était bloqué dans une chatière. Moi qui suis pas claustrophobe, c'était très, très angoissant au bout d'une heure où t'es dans un endroit vraiment renfermé, c'est à ramper, à être tous les uns sur les autres, t'as pas d'air pour respirer, la chatière c'est une horreur. On a un pote qui a fait une crise de panique en plein milieu de la chatière et qui a voulu faire demi-tour, on est resté bloqué pendant un quart d'heure. Une situation digne d'un film d'horreur. Pour rappel, il est déjà arrivé que des cataphiles se perdent dans ce labyrinthe, comme les 2 adolescents retrouvés au bout de 3 jours en 2017 par les pompiers de Paris, ou sinon qu'ils ne soient jamais retrouvés. Alors, quelle catacombe voulez-vous visiter? Les officielles ou celles de Thomas? Moi j'avoue que je suis plus intéressé par celle de Thomas. Même si c'est vrai que ça fait un peu filer quand même ce qu'il nous a dit, le fait de rester coincé et tout, j'aime pas trop. Axel, ça vous tente? Moi je pense que ce sera les catacombes officielles et bien accompagnées si possible. Pour éviter de se perdre quand même, ouais. Un peu claustro sur les bords. Ouais, bah justement, pour les claustros, on va sortir des coins sombres de Paris pour retrouver un petit peu le soleil. Vous le savez, mercredi, un certain nombre de contraintes sanitaires ont été levées et les Parisiens peuvent enfin profiter de cette liberté sous le soleil. Gabriel Cadet nous a amenés dans les rues de Paris à leur rencontre grâce à sa carte postale. Aujourd'hui, il fait beau à Paris. Dans le jardin des Tuileries, à l'ombre des arbres et au bord des fontaines, les Parisiens lisent, écoutent les oiseaux ou viennent partager un déjeuner. Des groupes d'enfants viennent mettre des bateaux en papier sur l'eau ou touchent la surface du bout des doigts. Près d'eux, 2 amis sont en train de discuter. Ouais, surtout qu'il fait beau. Ouais, il fait beau, il fait bon, il fait beau. Du coup, dès qu'on a l'occasion de se poser dehors, on le fait. Il fait pas trop chaud, vous trouvez? Si. Moi, en vrai, j'ai super chaud. Ah ouais? Ouais. Mais moi, je supporte mal la chaleur. Moi, ça va, j'aime mon chapeau. Non, je vais juste... Une dizaine de mètres plus loin, je vois un homme en costume regarder attentivement dans un télescope au milieu des passants. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est l'éclipse aujourd'hui, c'est pour ça. Donc c'est une éclipse solaire? Oui, voilà, oui. Totale? Non, partielle. Regardez si vous voulez. C'est vrai? Oui. Après avoir regardé l'éclipse, je me suis enfoncé dans les rues de la capitale, animé par des centaines de terrasses et de boutiques. Selon un commerçant de Châtelet, ces dernières semaines, tout a changé. Depuis la réouverture du 19 mai, on s'aperçoit que les gens attendaient cela avec impatience, de sortir, de consommer, de se promener. On sent des clients plus détendus et moins stressés, et ça change. La fin des mesures sanitaires et le soleil ont redonné son plus bel aspect à Paris.
et je ne peux que vous conseiller d'aller vous y promener. Merci Gabriel pour ce petit brin de soleil, ça nous fait vraiment du bien et puis je vous invite à sortir puisqu'il fait beau en ce moment. Et justement, pour fêter l'été et le retour du soleil dans toute la France, on finit la culture sur le tout dernier son de DJ Snake et Selena Gomez, Selfish Love. Hey, can I get a haircut? Avec Alex. Alexandre, quand tu fais mon lancement, fais le signe sur la musique. Quand tu fais mon lancement, tu fais mon lancement, tu fais le signe sur la musique. Tu fais le signe. Nadie tiene que decírmelo. Hablas con otra que no soy yo. Y te confieso que viéndolo, baby, me dan ganas de tenerte. Just a little crush. Got me over here thinking, does somebody else care? Somebody else care? I know we got trust, but you begin me thinking, does somebody else care? Somebody else care? Tú quieres darme celos. All this time and we still got that selfish love. You like making me jealous. Es un juego que queda entre tú y yo. Tú y yo, tú y yo. Como me miran es obvio. Ven, marca tu territorio. Este secreto entre dos. Sé que te dan ganas de tenerme. I get just a little rush when you're over there thinking, does somebody else care? Somebody else care? You know we got trust, but all again you're thinking, does somebody else care? Somebody else care? Me gusta darte celos. All this time and we still got that selfish love. I like making you jealous. Es un juego que queda entre tú y yo. Tú y yo, tú y yo. On est de retour dans la crème de la crème. La science ne saurait expliquer son existence, mais il est bien là, comme chaque vendredi, pour les nouveautés scientifiques de la semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour Emma. Voilà toute ma science. C'est ça la puissance intellectuelle. Et je l'enseignerai toute ma vie. Hier, les Français ont pu observer une éclipse annulaire. Une éclipse annulaire, c'est une éclipse partielle. La Lune ne recouvre pas entièrement le Soleil. D'ailleurs, la dernière éclipse totale observable en France remonte à l'année 1999. Et si ce phénomène rare est ancré dans la culture populaire, on le doit à une presque perfection mathématique. La Lune a un diamètre 400 fois plus petit que notre étoile, tout en étant 400 fois plus proche de la Terre, créant ainsi, une fois aligné, un recouvrement quasi parfait. Pour celles et ceux qui ont manqué l'éclipse solaire totale de 1999, la prochaine aura lieu le 12 août 2026. Et alors je crois qu'on parle toujours de soleil, Alexandre, mais artificiel celui-là.
Oui Grégoire, le soleil artificiel chinois vient de battre son record de température. L'expérimental Advanced Superconducting Tokamak East, c'est son nom, a atteint 160 millions de degrés Celsius. La performance à retenir est le maintien de son plasma à une température de plus de 120 millions de degrés pendant presque 2 minutes. Le plasma est un état particulier de la matière lorsque celle-ci devient complètement ionisée. Si tout cela peut paraître abstrait, ce soleil artificiel a été créé pour produire de l'énergie par fusion nucléaire. Une énergie réputée illimitée et sûre, sans émission de gaz à effet de serre et sans production de déchets radioactifs. Si la route est encore longue, ce Tokamak East est l'un des engins pilotes au projet du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER à Saint-Paul-et-Durance, en Provence. Même Albert Einstein n'y croyait pas, désormais tout est mis en œuvre pour le détecter. Les trous noirs, ces objets cosmiques mystérieux dont le champ gravitationnel est si puissant qu'il empêche rayonnement et matière de s'en échapper. Cette semaine, la NASA a annoncé perfectionner ses simulations informatiques de trous noirs. Objectif affiché, se préparer aux missions d'études comme la future mission LISA, Laser Interferometer Space Autumna, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, prévue pour 2034 et qui sera chargée de détecter les ondes gravitationnelles. Des ondes gravitationnelles, Alexandre ? Et oui Grégoire, la collision de deux trous noirs fait trembler l'espace-temps et pour simplifier, imaginez une houle, des vagues créées après la chute d'une voiture dans un lac calme. Et en parlant de vagues, la biodiversité de la Méditerranée est en grand danger. Un nouveau rapport de la WWF confirme la profonde modification des écosystèmes méditerranéens. La mer Méditerranée se transforme peu à peu en mer tropicale. Plus de la moitié de la population de poissons en moins, alors que l'on trouve 30% d'oiseaux en plus en mer. Désormais, environ 1000 espèces exotiques ont migré en Méditerranée, alors que les récifs coralliens y sont dévastés. La cause principale de ce bouleversement est le réchauffement de la Méditerranée, une mer dont la température augmente plus qu'ailleurs sur la planète. Et Alexandre, la découverte d'un géant en Australie vient de se confirmer. Dites-nous en plus. 30 mètres de long, plus de 6 mètres de haut et un poids équivalent à 10 éléphants, il ne s'agit pas d'une maison, Grégoire, mais bien d'une nouvelle espèce de dinosaure, l'Australotitan cooperensis. Ce géant est le plus gros dinosaure australien et appartient au groupe Titanosaure. C'est donc un herbivore au long cou. Ces ossements sont découverts en 2007 dans le bassin d'Eromanga, au centre de l'Australie, proche de la rivière Cooper Creek, d'où son nom. Il aura fallu 14 ans aux paléontologues du Queensland Museum et du Musée d'Histoire Naturelle d'Eromanga pour identifier ce géant australien comme une nouvelle espèce. L'Australie est aujourd'hui le nouvel Eldorado pour les paléontologues et passionnés de dinosaures. Mais en attendant Lorenzo, entre mythe et réalité, on part à la rencontre des savants fous, vulgarisateurs scientifiques pour enfants, avec Benjamin Foucault. Dans une petite rue de Paris, derrière une façade recouverte de dessins de savants fous, Benjamin Bélanger, alias Professeur Vortex, prépare ses expériences scientifiques pour épater son public d'enfants. Notre mission, si nous l'acceptons, c'est de transmettre le goût de la science aux enfants, principalement dans les écoles primaires, par le biais de manipulation d'expériences. Donc peu de blabla, mais surtout du matériel dans les mains des enfants. L'entreprise des savants fous éblouit les primaires depuis 2006 dans un seul but, faire découvrir aux enfants des expériences scientifiques simplifiées à travers des activités ludiques et manuelles. Pendant le confinement, les expériences se faisaient par visioconférence, mais depuis peu, le professeur Vortex peut de nouveau exercer dans les écoles et les associations. On va prendre une pipette, on va la plonger dans l'eau, qui flotte, parce qu'elle est moins dense que l'eau. Et si on tire la ficelle en dessous, on fait descendre celle qui flotte. Et si on relâche la ficelle, on remonte. On va faire une mise en scène, juste comme ça, et les enfants sont à fond. Et du coup, ensuite, ils ont envie de comprendre comment ça fonctionne. C'est comme un tour de magie, quand on voit quelqu'un se faire couper en deux pour de faux, on meurt d'envie de comprendre, on boirait les paroles du magicien s'il nous expliquait comment il faisait. Bon bah là, c'est un peu ce qu'on fait. On fait de la magie avec les enfants, puis ensuite, ils n'ont qu'une envie, c'est de comprendre. David Avram, directeur de l'association Coxy & Rule, a participé en famille à un stand scientifique. Le professeur Vortex a pu leur présenter les boules à plasma, les ludions et toute autre expérience un peu folle. Tous les copains nous ont réclamé de refaire le même type d'anniversaire parce que ça avait énormément plu. C'est des expériences qui sont a priori simples à réaliser et comment les enfants ils ont tous pu participer. Il y a eu des explosions, des ballons qui gonflent. Pour assister à un cours, comptez 60 € pour 2 heures et pour les anniversaires dans votre maison, le prix s'élèvera à 250 € pour 1 heure et demie. Alors Alexandre,
Tenté par les expériences du professeur Vortex ? Tenté Benjamin, mais je vais du coup me dépêcher de faire des enfants. Lorenzo Siscar-Pellegrina nous a rejoint. Bonjour Lorenzo. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, vous nous expliquez comment les dinosaures ont disparu. Et oui, John Williams, c'est un génie quand même avec la musique que vous entendez ici même. Pour info, il s'agit du compositeur de la musique de Jurassic Park. Et oui, messieurs, dames, ils ont disparu depuis plus de 66 millions d'années et ils continuent de nous émerveiller, au cinéma notamment avec les derniers films Jurassic World, la suite donc de Jurassic Park, même si j'ai mes doutes sur le fait qu'un Vélociraptor ait fait équipe avec un Tyrannosaure à l'époque. En plus, ils sont pas vraiment vécus à la même période, donc bon, le mec chiant qui démonte tous les mythes, c'est moi, bienvenue à tous. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette idée reçue concernant leur disparition. Alors oui, on sait qu'une gigantesque météorite est tombée au Mexique dans l'état du Yucatan il y a 66 millions d'années environ, une météorite de 10 à 12 km de diamètre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si un gigantesque caillou s'abattait sur la moitié de la ville de Paris. Très bien, donc la météorite est donc le déclencheur de cette extinction de masse. Oui, c'est un peu ça, les catastrophes causées par l'impact de cette météorite ont contribué à cette extinction de masse, mais selon plusieurs théories, cet astéroïde aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les dinos. Les reptiles auraient déjà été victimes de changements climatiques majeurs provoqués par une activité volcanique très intense aux quatre coins du globe. On sait que cette activité volcanique a précédé l'impact de la météorite, grâce notamment à des recherches effectuées en Inde. La question est donc la suivante, qui a eu le plus d'impact sur l'extinction des dinosaures ? Les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, certains penchent pour la météorite, d'autres pour une combinaison de différents facteurs, dont les éruptions volcaniques précédemment citées. Je dois donc tenir ces volcans responsables du fait que je n'aurai jamais un Vélociraptor comme animal de compagnie, et ça fait mal. Mais écoutez, vraiment merci messieurs, grâce à vous j'ai quand même la sensation que je me coucherai moins bête. Je tiens à vous dire que c'est quand même pas une mince affaire, hein. Allez, une coupure pub et on revient très vite, je vous le promets, dans la crème de l'après-midi. Bonjour, bienvenue chez Renault, que puis-je faire pour vous ? Bon alors chérie, qu'est-ce qu'on achète comme nouvelle voiture ? Oh tu sais, moi je ne suis pas difficile, tant que l'intérieur est confortable, ça me va. Alors je vous propose la nouvelle Capture, une voiture tout-terrain, tout temps, qui s'adapte à toute situation de votre quotidien. Vous pouvez retrouver la nouvelle Renault Nissan à 5 000 € par mois pendant 3 ans sans engagement. J'adore les coquillettes. Oui ma fille, et c'est pour ça qu'en ce moment, pour un paquet de coquillettes acheté chez Leclerc, le deuxième est à moins 50%. Voir modalité dans les magasins participants. Panzani aussi. C'est quoi ça ? C'est rien. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Ah bon ? Quelle bonne idée. Allez, 15h01, c'est l'heure des titres de l'actualité et ça c'est toujours avec Romain Lugassi. C'est le jour J pour les amoureux du foot. Après un an d'attente, l'heure de l'Euro de football a enfin sonné. Coup d'envoi ce soir à 21h à Rome pour le premier match de la compétition entre l'Italie et la Turquie. La France, elle, de son côté, disputera son premier match mardi prochain contre la sélection allemande à Munich. L'opération Barkhane, c'est bientôt fini, a déclaré Emmanuel Macron. 8 ans après le début de l'intervention française dans cette région d'Afrique de l'Ouest, le président veut recentrer les efforts militaires autour de la lutte contre le djihadisme et passer le flambeau aux forces locales. La majorité des 5000 soldats sur place se retirerait donc pour ne laisser place qu'aux forces spéciales expertes dans la lutte antiterroriste qui viendraient conseiller et aider les armées de la région. Le G7 est lancé, la réunion annuelle des grandes démocraties libérales où s'ouvre aujourd'hui au Royaume-Uni en Cornouailles. Le président des États-Unis, Joe Biden, a ouvert le bal, affirmant vouloir retrouver une forte alliance entre les États-Unis et l'Europe pour faire front commun face à la Russie et à la Chine. Emmanuel Macron a tout de même timoré l'ambiance en déclarant vouloir créer une voie européenne indépendante des pouvoirs extérieurs. Des vaccins pour les pays défavorisés, c'est une des propositions phares du G7. L'Organisation mondiale de la santé estime que 60% de la population d'Afrique devrait être vaccinée pour rétablir la situation sanitaire du continent. Proposition des leaders du G7, 1 milliard de doses pour les pays en voie de développement. Le président français a aussi demandé aux laboratoires pharmaceutiques de donner 10% de leurs doses à ces pays.
Damien Tarel, l'auteur de la gifle contre Emmanuel Macron, a passé sa première nuit en prison après avoir écopé de 18 mois de prison avec sursis, dont 4 mois fermes. Incarcéré à l'issue de son procès, l'homme de 28 ans s'est aussi vu attribuer 5 ans de suspension de ses droits civiques, dont son droit de vote, et d'une interdiction de porter les armes. Le président français, de son côté, déclare ne pas vouloir exagérer la gravité de ses actes, préférant évoquer sa volonté de réguler et de limiter la haine sur le net. Et une info de dernière minute, une attaque dans une université au Nigeria fait 1 mort et 1 blessé. 5 personnes auraient aussi été enlevées. Plusieurs hommes armés auraient fait irruption dans le bâtiment, ouvert le feu et kidnappé 5 personnes, dont 3 étudiants. L'épouse et 2 enfants d'un des personnels kidnappés ont aussi été enlevés, mais ont été rapidement libérés. Et des nouvelles plus joyeuses maintenant avec du tennis et le tournoi de Roland-Garros qui entre dans sa dernière ligne droite. En ce moment même sur le court central, Stefanos Tsitsipas s'apprête à affronter l'Allemand Alexander Zverev pour une place en finale. Deuxième demi-finale à 18h avec Novak Djokovic qui sera opposé au maître incontesté de la terre battue, Rafael Nadal. Demain, place aux femmes avec la finale qui verra s'opposer la Tchèque Krejčíková à la Russe Pavlyuchenkova. Et on finit enfin avec un mot sur la météo. Le temps pour aujourd'hui, ensoleillé sur l'ensemble de l'Hexagone. Il fera 26 degrés à Paris, 24 à Lille, avec un pic de température à Perpignan avec 31 degrés. Le temps restera frais tout de même sur la Bretagne avec 20 degrés sur la pointe du Cotentin. Et attention tout de même, si vous habitez dans les Hautes-Pyrénées près de Tarbes, les orages risquent d'éclater en milieu d'après-midi. Merci beaucoup Roman. Tout de suite, on retrouve Sophie pour l'interview du jour. Elle reçoit Tania Vasilev, la présidente de l'association Autisme Mob, pour nous parler de la réforme du budget pour l'éducation des enfants en situation de handicap en France. En France, 80% des enfants atteints d'autisme ne sont pas scolarisés selon l'INSERM car il n'existe pas assez de structures adaptées pour eux. La nouvelle solution du gouvernement pour parer à cette problématique, insérer les enfants autistes dans les écoles publiques pour favoriser l'inclusion des handicapés dans la société. Mais ne serait-ce pas plutôt une question d'argent? C'est ce que pense Autisme Mob, association née en avril dernier à Paris. Son but, promouvoir les intérêts et les droits des personnes autistes, et l'un de ses premiers combats, contrer la loi de financement de la sécurité sociale 2020 qui comporte dans son article 34 la réforme du financement de la psychiatrie. Si la loi a été votée en octobre 2019, elle ne sera appliquée qu'à partir du 1er janvier 2022. Jusque-là, Tania Vasilev, présidente de l'association Autisme Mob, compte changer les choses. Tania, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui par téléphone. Bonjour Sophie, merci beaucoup. Tania, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette loi ? Oui, alors l'article 34 de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2019 pour 2020, l'idée c'est d'indexer une partie du financement des établissements psychiatriques à la file active. La file active, c'est le nombre total de patients que l'on reçoit en une année. Autrement dit, et pour dire les choses un peu plus simplement, plus le nombre de patients est élevé dans un établissement psychiatrique, plus le financement sera important. Les établissements qui accueillent moins de personnes risquent d'en pâtir et de subir des conséquences assez importantes, faute de financement nécessaire du coup. Ces conséquences, ça va être les suivantes, ça va être par exemple les conditions d'accueil, le suivi et le soin qui risqueraient de se dégrader, des gels de poste ou pire, des fermetures de structures en fait. C'est le risque en fait que connaît l'hôpital de jour Santos Dumont, excusez-moi, où la file active en fait s'élève à 25 personnes par an. Et l'une des conséquences aussi principales de cette loi, c'est que les enfants ne seront plus pris en charge dans des institutions spécialisées, mais dans des écoles publiques. C'est ça, c'est l'une des conséquences, on va dire indirectes, puisque à partir du moment où ces établissements qui accueillent moins de monde auront moins de financement, ils auront moins la possibilité d'accueillir des jeunes. Ces jeunes-là devront trouver de la place ailleurs. Donc soit dans des établissements où il y a un petit peu plus de monde, mais du coup il y aurait moins de suivi personnalisé, ou carrément dans des établissements publics comme dans les collèges ou dans les lycées où il y a des classes spécialisées. Mais évidemment, ces classes, elles sont pas du tout adaptées pour certains types de handicap. Il y a certains types d'autisme certaines personnes autistes qui ne pourraient pas du tout en fait être dans ce genre de structure, quoi. Et pour vous justement, quel est le danger exactement si cette loi est appliquée pour les personnes autistes ?
mais ce serait carrément deux choses, je pense. D'abord, une exclusion, parce qu'on veut les inclure dans la société en les mettant dans des moules, mais qui ne sont pas du tout adaptés en fait à ces personnes-là. Donc d'abord une exclusion. Moi, je connais beaucoup de personnes en fait autistes qui ont été dans des classes, dans des lycées, ça ne leur convenait absolument pas. Et la deuxième conséquence aussi, c'est une régression, parce que ces personnes-là n'auront pas un suivi adapté, personnalisé en fait, ce qui serait nécessaire à leurs besoins. Et en fait, elles seront dans une régression totale. Et totalement contraire à leur épanouissement personnel, si vous voulez. Et justement, vous parlez d'exclusion, alors que cette loi qui a été portée par Olivier Véran, qui n'était pas encore ministre de la Santé à ce moment-là, il expliquait que la justification de cette loi, c'est l'inclusion des handicapés dans la société. Vous en pensez quoi exactement ? Justement, c'est ça le problème, c'est qu'on veut tellement les inclure, mais d'une manière, finalement, les personnes qui veulent inclure les personnes handicapées dans la société connaissent pas vraiment leurs besoins. J'ai l'impression, c'est surtout ça que je me dis. Moi, personnellement, mon frère est autiste, je ne peux pas l'imaginer une seule seconde dans un lycée, ou dans une classe Ulysse, ou même dans un établissement autre que l'hôpital de jour dans lequel il est actuellement. C'est juste pas possible, parce qu'on s'imagine, on a l'image de la personne autiste surdouée, qui sait jouer au piano, qui sait faire des maths, qui s'exprime très bien, un peu asocial aussi. Non, pas du tout. Il y a énormément de formes d'autisme, et une solution n'est pas la solution. Enfin, il faut avoir des solutions adaptées, donc plusieurs solutions, et le simple fait d'inclure comme ça va amener en fait à exclure ces personnes-là de la société. Et justement, quelles sont les solutions proposées par Autismob pour contrer cette loi ? Alors, nous, justement, ce qu'on veut mettre en avant avec la défense des droits et des intérêts des personnes autistes, c'est justement ça, c'est une inclusion qui serait adaptée à toutes les formes d'autisme. Et du coup, ce qu'on défendrait surtout, c'est ces structures-là. Les structures comme Santos Dumont, qui ont une file active assez réduite, donc là, en l'occurrence, 25 personnes par an, mais avec un suivi très personnalisé. Là, je me répète encore une fois, mais c'est ça qui est super important, c'est que chaque personne, les 25 personnes qui sont là, elles ont, si vous voulez, un suivi qui est adapté à leur maladie, à leur comportement, à leurs besoins et à leur envie aussi. C'est ça qui est très important. Et c'est vraiment mettre en avant l'importance de ces établissements et qu'il faudrait surtout pas en fait réduire le financement. Donc au contraire, encourager en fait ce genre de pratique. Parce que c'est ça qui change surtout, parce que la vraie différence dans cette loi pour l'État, c'est la charge entre un enfant autiste qui sera pris à l'école publique et la charge d'un enfant autiste dans un centre spécialisé. La grande différence, c'est le budget finalement. C'est le budget, parce qu'un centre spécialisé, ça demande des sous. Ça demande du personnel. Puis, c'est des centres qui forment pas pour des métiers. Si vous voulez, on accueille des personnes pour leur bien-être, mais on les transforme pas en salariés plus tard, quoi. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de rentabilité. Je me permets de m'exprimer comme ça, mais c'est exactement ce qu'on s'est dit, en fait. On a l'impression que le gouvernement voit les choses comme ça. Pourquoi mettre de l'argent quelque part si après on n'a pas de profit ? Pourquoi mettre des sous pour le bien-être de personnes qui vont pas en fait travailler comme les autres ou aller dans des écoles, etc. C'est comme ça qu'on voit les choses, quoi. Et donc vous travaillez avec les éducateurs spécialisés de l'hôpital Santos Dumont à Paris, qui sont aussi contre cette loi, et c'est donc l'hôpital de jour qui accueille votre frère. Comment s'organise la journée pour votre frère dans un centre comme celui-ci ? Alors, l'avantage avec Santos Dumont, c'est que, l'avantage même, je dirais, pour moi, ce qui est génial là-bas, c'est que c'est une équipe très humaine et très accessible. Ils ont un emploi du temps très varié, donc chaque jour, c'est très différent, mais si vous voulez la journée type, Angèle, mon frère, va arriver à Santos Dumont, ils vont faire des activités en fonction de leur emploi du temps. Donc, ils sont répartis en groupes. Et chaque activité a son importance parce qu'elle éveille chez chacun. J'ai pas les termes techniques et scientifiques parce que moi je fais pas partie de l'équipe pédopsychiatrique, pas du tout. De ce qu'on me raconte, voilà, en fait, ils font des ateliers, ils font du sport, ils font des activités qui éveillent leur sens, qui les incitent à communiquer pour certains. Et qui les éveille énormément, en fait.
si vous voulez. Et moi, j'ai remarqué que depuis que Angèle est dans cette structure, il a énormément changé et évolué, mais dans le bon sens. Ce qui aurait été impossible s'il était dans une école ou dans une autre structure qui lui accorderait moins de temps, si vous voulez. Au moins une fois par semaine, de ce que j'en sais en tout cas, il est en fait dans un bureau avec l'un des accompagnateurs, une personne de l'équipe, et ils prennent le temps en fait de communiquer. Parce qu'il faut savoir que Angèle ne parle pas, donc pourquoi il pourrait pas être dans une structure ou une structure dite normale, un lycée, il ne parle pas. Donc il faut aussi prendre le temps de communiquer avec lui, mais autrement qu'avec les mots. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'une école publique ne proposerait peut-être pas. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les autres projets prévus pour contrer cette loi par l'association Autismob? Est-ce que, par exemple, vous avez contacté le gouvernement? Alors, on a écrit des lettres à des parlementaires, et on a également contacté Brigitte Macron l'année dernière. Donc ça a été l'événement en fait qui nous a donné l'idée de faire une association. Elle nous a répondu. Donc moi, je lui ai écrit une lettre personnellement, elle m'a répondu. Donc ça nous a vraiment encouragés. On aimerait aussi mettre en place un petit film pour expliquer un petit peu plus dans le détail les conséquences en fait de l'article 34. Et pour montrer vraiment ce qui se passerait. Et pour aussi amener des témoignages également, parce qu'il faut que les gens comprennent de ce qu'il en est. Et on rappelle que la marge de manœuvre dont dispose Autismob et que les décrets d'application sont encore en cours d'écriture et ne seront appliqués qu'en janvier 2022. Merci beaucoup Tania pour votre intervention et nous vous souhaitons bien évidemment beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et vous, chers auditeurs, nous espérons vous avoir informés sur cette situation. Pour rappel, l'autisme touche une personne sur 100, c'est-à-dire 60 000 Français. Bonne journée et à très bientôt. Merci à vous Sophie et à votre invité. Et toujours sur la santé, laissez-moi vous présenter nos deux chroniqueurs, Marion et William, pour vous parler de santé, évidemment. J'admire votre santé. Avec bonne santé, les deux! Santé et prospérité, sœur. Et oui, santé, mais pas des pieds. Bon, allez, plus sérieusement, avant de laisser la parole à nos chroniqueurs, de brèves infos qui ne devraient pas tarder à arriver. À propos du ras-le-bol chez les psychologues, en effet, hier, des milliers de psychologues ont manifesté dans les rues de nombreuses villes françaises, notamment à Paris, Bordeaux ou Pau. Ils estiment que leur indépendance est menacée par la création d'un ordre des psychologues, le chèque psy mis en place pendant la crise sanitaire pour les étudiants afin de leur permettre de consulter est également à l'origine de ce ras-le-bol. Des représentants de leurs syndicats se sont rendus ce jeudi au ministère de la Santé. Et en Outre-Manche, on parle d'un véritable hold-up, celui des données médicales que le gouvernement serait prêt à vendre. Le ministre de la Santé, Mac Hancock, a réclamé que les médecins généralistes affiliés au NHS England, le système national de santé publique, du moins s'il existe, partagent les données de santé de 55 millions d'Anglais. Elles doivent être centralisées d'ici au 1er juillet. L'objectif, exploiter ces fameuses données à des fins de recherche par des organismes publics, mais aussi des sociétés privées. La décision a été prise en toute discrétion, presque à l'insu des patients qui ont jusqu'au 23 juin pour s'opposer au transfert de leurs informations médicales. Mais l'information la plus importante qui concerne la santé aujourd'hui, Marion, c'est un nouveau remède contre la maladie d'Alzheimer. Alors Marion, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ce n'était pas arrivé depuis 2003. L'Agence américaine des médicaments a autorisé cette semaine un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer. Ça s'appelle Adulem. Bon, avant sa potentielle mise sur le marché, son fabricant, qui est l'entreprise pharmaceutique Biogen, doit tout de même conduire plus d'essais cliniques pour vérifier notamment les bénéfices du médicament. Mais bon, ça reste une bonne nouvelle qui suscite déjà l'enthousiasme d'une partie du corps médical. Mais Marion, je comprends pas. En quoi ce médicament est-il révolutionnaire, dites-moi ? Eh bien, il s'agit du premier traitement à agir contre la cause de la maladie et non pas sur ses symptômes. Côté technique, je laisse la parole au professeur de santé publique du CHU de Lille et directeur de la Fondation d'Alzheimer, Philippe Amouyel. Alors, il s'agit d'un médicament qui cible des lésions que l'on retrouve à l'origine de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire une espèce de petite protéine qui s'accumule dans le cerveau avec le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle une biothérapie, c'est-à-dire un médicament qui va utiliser, comme dans une vaccination ou comme dans la lutte contre les maladies infectieuses, des anticorps pour éliminer cette protéine. Alors, est-ce qu'on a raison d'espérer, Marion ? Eh bien, Grégoire, il semblerait, à ce jour, il n'existe aucun remède pour guérir ou même ralentir la maladie d'Alzheimer.
Lors des premiers essais cliniques de ce médicament Adulem, les équipes ont observé quand même un certain ralentissement du déclin cognitif des malades. Donc évidemment, Grégoire, c'est pas du tout un traitement curatif. On ne sait toujours pas éradiquer cette maladie, mais l'objectif de ce nouveau traitement est de vivre avec la maladie tout en conservant son autonomie le plus longtemps possible. Merci pour ces informations. On enchaîne sans plus tarder avec votre collègue William, qui va nous expliquer aujourd'hui les bienfaits souvent méconnus d'une plante pourtant, elle, connue de tous. Je vous parle bien sûr du basilic. Et oui, ça peut être difficile à croire et pourtant le basilic dispose de bienfaits étonnants sur le corps humain. Cette petite plante parfumée de couleur verte n'a pas que son arôme et sa fraîcheur comme seuls atouts. Le basilic est riche en vitamines A, C et K, utiles pour la coagulation du sang et la formation des os, mais ce n'est pas tout. Cette plante aromatique d'origine indienne est douée d'antioxydants, ce qui permet de freiner les radicaux libres, des molécules responsables du vieillissement. Cette solution anti-âge végétale représente même un apport plus important d'antioxydants qu'une régulière consommation de fruits et légumes. Mais attention, une alimentation beaucoup trop excessive de basilic peut s'avérer cancérigène pour l'homme. Ah oui. Pourvu de minéraux comme le fer, le potassium, le magnésium ou encore le calcium, le basilic est également un excellent remède contre la fatigue nerveuse et physique. Cette plante stimule l'organisme et s'avère idéale pour lutter contre le déprime ou le stress. Ah mais attendez, c'est incroyable ce que vous me racontez là, William. Eh bien, dites-vous Grégoire que les bienfaits de cette herbe ne s'arrêtent pas là. Doté de propriétés antivirales, le basilic dispose de vertus thérapeutiques et agit comme un anti-infectieux sur le corps humain. La plante est donc efficace contre le virus et infections bénignes. Tel un remède de grand-mère, le basilic favorise la guérison d'un aphte, d'une gingivite ou encore d'une simple piqûre de moustique. Solution efficace sur l'appareil digestif humain, le basilic est aussi viable contre les ballonnements, gaz et autres aigreurs d'estomac. Cette plante, très facile à cultiver, soulage par la même occasion les vomissements, nausées et douleurs abdominales. À mâcher ou à faire infuser, le basilic reste un aliment universel utilisé aux quatre coins du globe. Dans certaines cultures, le basilic permet d'éloigner le mauvais sort, d'aider les femmes durant leur grossesse ou même leurs accouchements. Après tout ça, c'est certain que vous ne verrez plus le basilic comme une simple herbe de Provence pour vos décorations, mais plutôt comme la potion magique d'Astérix. Merci beaucoup William pour ces infos et conseils. Ce soir, c'est sûr que je mets du basilic dans mes pâtes. Mais écoutez Emma, c'est une très bonne nouvelle ça. Et justement, ça tombe bien parce que c'est l'heure de la chronique Bonne Nouvelle. Bonne nouvelle. C'est formidable. Merci pour la bonne nouvelle. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Bonne Nouvelle, c'est la chronique qui prend le contre-pied de l'info. On vous propose une compilation d'actu positives du monde entier pour vous redonner le sourire. La première bonne nouvelle, elle est plutôt évidente, c'est la baisse de la circulation du Covid et le déconfinement progressif. Depuis mercredi, on a jusqu'à 23h pour boire des coups et ça c'est sûr que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et toujours à propos du coronavirus, sachez que les États-Unis ont annoncé l'envoi de 500 millions de doses de vaccins à 92 pays en voie de développement. Il s'agit de la plus grosse commande et donation de vaccins effectuée par un seul pays. Au total, le G7 prévoit d'en envoyer plus d'1 milliard. La Fédération française de rugby a annoncé que les personnes transgenres pourront désormais participer à toutes les compétitions officielles. C'est la FFR, la première fédération sportive française à inclure les athlètes transgenres dans son règlement. Les femmes trans, c'est-à-dire nées hommes, qui ne sont pas encore opérées, devront par contre attester qu'elles suivent un traitement hormonal depuis 12 mois minimum. A l'inverse, les hommes trans, c'est-à-dire nés femmes, n'ont aucune restriction. En tout cas, cela marque un véritable changement pour l'intégration totale et sans condition de la communauté LGBT+, dans le rugby. Et le crime organisé a subi un nouveau revers et à cause des nouvelles technologies. En effet, derrière l'application de messagerie cryptée Anom, mondialement prisée chez les criminels, il y avait le FBI. Donc voilà, menée en concertation avec d'autres pays, cette opération a permis l'arrestation, écoutez bien, de près de 800 personnes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe et aux États-Unis. En plus de ces arrestations, des saisies records ont été effectuées, mais vraiment records, 8 tonnes de cocaïne, 22 tonnes de cannabis, 2 tonnes de méthamphétamine, des centaines d'armes à feu, des dizaines de véhicules de luxe et 40 millions d'euros en espèces et en crypto-monnaie. C'est déjà pas mal. Et en plus de ça, une centaine d'assassinats auraient été déjoués. Là, faut reconnaître le beau coup de filet. C'est la bonne nouvelle. Une espèce de tortue géante portée disparue depuis plus d'1 siècle est réapparue dans l'archipel des Galapagos. On la pensait éteinte à jamais, mais la femelle adulte découverte en 2019 appartient bien, selon les analyses ADN récemment publiées, à l'espèce Chelonoidis fantasticus. J'en perds mon latin. Pas mal.
Une découverte qui renforce l'espoir de sauver cette espèce de tortue géante afin de lui éviter un destin similaire à celui d'une autre espèce, Georges le solitaire, l'emblème de l'archipel. Le ministère de l'Environnement a annoncé que des gardes du parc national et des scientifiques préparent une autre expédition sur l'île dans l'espoir de trouver d'autres spécimens. Allez, au Canada à présent, le projet controversé d'oléoduc Keystone XL a été abandonné. Cet oléoduc devait relier les États-Unis au Canada et l'opérateur canadien TC Energy a confirmé dans un communiqué avoir mis fin au projet d'oléoduc. Ce projet, soutenu par Ottawa, mais critiqué par les écologistes, avait été lancé en 2008. Annulé une première fois par Barack Obama car jugé trop polluant, il avait été remis sur les rails par Donald Trump pour être de nouveau annulé par Joe Biden en janvier. Et c'est une nouvelle qui va faire plaisir aux futurs parents. À partir du 1er juillet, la durée du congé paternité passera de 14 à 28 jours, dont 7 qui seront obligatoires. L'objectif, atteindre une plus grande égalité entre les deux parents sur le marché du travail et au sein des foyers. Une mesure qui s'adresse donc aux salariés du privé, aux agents de la fonction publique, mais aussi aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles. D'ailleurs, si la mère vit en couple avec une autre personne qui est salariée, mais qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne peut aussi bénéficier du congé paternité. Ah, sympa, ouais. Bon, les bonnes nouvelles, j'ai envie de dire que c'est fini pour aujourd'hui, mais il y en aura d'autres demain. Hein. Bien sûr. Pour le moment, c'est l'heure de laisser le micro à Alessandro pour les infos insolites. Bonjour Alessandro. Bonjour Emma. La première news insolite nous vient tout droit du pays du soleil levant. Oui Emma, saviez-vous qu'au Japon, il est désormais possible de louer une personne grosse ou obèse ? Oui, ce n'est pas une blague, c'est la société Debukari qui propose ce service depuis le mois d'avril dernier. Revenons sur le contexte. Au Japon, les personnes atteintes d'obésité sont rares et être en surpoids est même réprimandé. Le Japon a fixé une loi qui limite le tour de taille des hommes à 85 cm et celui des femmes à 90 cm maximum. C'est pour ça que ce service existe. Une personne obèse peut être louée 2 000 yens de l'heure, soit environ 15 €. Pour se présenter, il faut être majeur, peser au minimum 100 kg et ne pas considérer le terme gros comme dévalorisant. Cette location permet de faire essayer des vêtements pour un proche obèse ou tout simplement d'être accompagné d'une personne plus grosse que soi pour se sentir mieux. D'accord, assez original, mais pas autant que ce qu'il s'est passé aux États-Unis en début de semaine. Ah, les Américains. Toujours à repousser les limites du réel. Cette info concerne le jeu vidéo Among Us, un jeu jouable sur toutes les plateformes qui a été très populaire lors des confinements. Et dans Among Us, vous incarnez toujours le même avatar. Un petit bonhomme sur 2 pieds, semblable à un astronaute. Eh bien, une américaine a trouvé dans son menu McDonald's un nuggets de poulet qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Trouvant la correspondance drôle, l'américaine le met aux enchères sur eBay à 99 cents. Mais la nouvelle se diffuse, elle est relayée sur les réseaux sociaux d'Among Us et de McDonald's, et ce simple bout de poulet frit est parti au prix de... Olé, 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 olé. Combien ? 100 000 $, environ 82 000 €, rien que ça. En tout cas, c'est un nuggets à conserver à l'écart de son chien, à moins qu'après avoir battu le record de l'achat le plus inutile, l'acheteur souhaite également battre celui du repas pour animal le plus coûteux. Espérons que son nugget sera livré en un seul morceau. Alessandro, on reste dans l'univers des jeux vidéo, mais en France cette fois-ci. Oui, une information qui concerne 2 de nos députés, Hugo Bernalicis de la France Insoumise et Denis Masselia de la République En Marche, vont s'affronter sur League of Legends. Oui, vous avez bien entendu, la rencontre aura lieu ce lundi à 20h, on pourra la suivre sur le réseau social Twitch, de quoi ravir en tout cas ceux qui critiquaient la vidéo de Macron avec McFly et Carlito. En tout cas, ne vous attendez pas à un gros niveau de jeu, hein. Nos députés sont classés argent et or, soit le 7e et 6e moins bourrant sur les 9 existants. Bon, après tout, l'Assemblée nationale n'est peut-être pas assez bien équipée pour s'entraîner. Je pense que les députés devraient voter une loi pour d'ailleurs. En tout cas, pour les amateurs de vrai e-sport, rendez-vous ce week-end dans les lignes du journal L'Équipe qui consacre la une de son magazine à l'e-sport français. À retrouver dans les kiosques ce samedi donc, et on termine ce tour du monde des infos insolites dans les alentours de Lyon. Oui, à Isère Nord précisément, où la directrice générale d'une entreprise de plasturgie a commandité l'assassinat de l'un de ses salariés. La raison ? L'employé était adhérent à la CGT et ouvertement proche des Gilets jaunes. Après tout, pourquoi virer un salarié qui dérange quand on peut tout simplement l'éliminer ? Sa tête était mise à prix à 80 000 €. Et je suis donc ravi d'annoncer à ce brave monsieur que sa vie ne vaut pas plus qu'un nuggets Among Us. Ah, ça doit être dur pour lui quand même. En tout cas, pour de l'insolite, ça c'est de l'insolite. Hein. Merci Alessandro pour ce tour de l'actualité décalé. On va faire une petite pause musicale avec un morceau qui reflète notre état d'esprit de la journée. Feeling Good de Nina Simone. J'espère que vous aussi vous vous sentez bien. Bonne écoute sur l'après-midi de la crème. L'inverse. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze
drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. « 15h30, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Roman Lugassi. C'est quoi ça? C'est rien. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Ah bon? Quelle bonne idée. Après un an d'attente, l'heure est à l'Euro de football pour les amateurs de foot. Premier match et avec du public, c'est ce soir à 21h à Rome. Premier match qui opposera l'Italie à la Turquie. La France, elle, de son côté, entrera en lice mardi prochain contre la sélection allemande à Munich. Plus d'opération Barkhane, ou en tout cas, c'est ce que prévoit Emmanuel Macron. 8 ans et 51 morts français après le début de l'intervention au Sahel. Le président a affirmé vouloir concentrer les efforts militaires français sur la lutte contre le djihadisme en collaboration avec les forces locales. La majorité des 5000 soldats sur place se retireraient donc pour ne laisser place qu'aux troupes d'élite expertes en lutte antiterroriste qui viendraient épauler les armées de la région. Le G7, c'est parti. La réunion annuelle des grandes démocraties libérales s'ouvre aujourd'hui au Royaume-Uni en Cornouailles. L'événement est marqué par la volonté du président américain Joe Biden de réaffirmer une forte alliance entre les... Et on finit avec de la météo. Le temps pour aujourd'hui, ensoleillé sur l'ensemble de l'Hexagone. Il fait 26 degrés à Paris, 24 à Lille, avec un pic de température à Perpignan avec ses 31 degrés. Le temps restera frais sur la Bretagne avec seulement 20 degrés sur la pointe du Cotentin. Et attention tout de même, si vous vous trouvez dans les Hautes-Pyrénées près de Tarbes, des orages risquent d'éclater en milieu d'après-midi. Merci à vous Roman encore pour ce rappel des titres. On enchaîne avec l'édito politique du jour, un youtubeur qui fait la promotion du meurtre de gauchistes, un polémiste qui a pignon sur rue chaque jour sur une chaîne d'information continue, un royaliste proche de la mouvance d'extrême droite qui gifle le président Emmanuel Macron. Alors, faut-il avoir peur de l'extrême droite? Selon notre polémiste Dridi Amici, il est grand temps de lutter contre ce qu'il appelle la vague brune. Dridi, vous allez nous apporter quelques éléments de réponse sur la manière dont s'est imposée progressivement l'extrême droite en France et comment, toujours selon vous, lutter face à celle-ci. Assimiler tout ce qui est vaguement progressiste à de la propagande gauchiste pour rendre impossible le débat, c'est la stratégie de l'extrême droite aujourd'hui. Chez les bourgeois installés, on pointe à bon compte les classes populaires qui seraient bien trop perméables à ces idées d'extrême droite.
Mais si l'extrême droite s'emploie à flatter l'électorat populaire, c'est aussi parce que la gauche a acté le fait que ces populations ne lui étaient plus acquises. Les capitulations successives des social-démocraties faiblardes ont ouvert la voie aux nostalgiques de Vichy. Pire, la gauche reprend à son compte ses discours, puisque les arguments sécuritaires sont en vogue actuellement dans l'opinion. On fait souvent du racisme le marqueur central de l'extrême droite. S'il est vrai que la stratégie du bouc émissaire est centrale pour ces partis, ils n'en ont pas le monopole, et ensuite, ça ne suffit pas pour les définir, et encore moins pour les combattre. L'antisémitisme des années 30 n'était pas propre à l'extrême droite, il était assez largement partagé en Europe, aussi bien dans les ligues factieuses que dans les mouvements de gauche. Le fascisme n'est pas forcément un mouvement historique ou une famille politique précise, on peut le voir aussi comme un gradient. Des thèmes, des obsessions communes, alors pourquoi se focaliser sur l'extrême droite ? Eh bien en fait tout se joue au niveau de sa doctrine centrale, celle d'un État fort. Si fort qu'il ne laisse plus de liberté, ni démocratique, ni syndicale. Moins de liberté syndicale, on voit tout de suite à qui ça peut plaire. Pour les capitalistes, en effet, le fascisme a toujours été une tentation. Se dégoter un leader démagogue pour faire la sale besogne, s'occuper des opposants politiques pendant que les industriels s'éclatent, faut bien admettre que c'est bien plus efficace que la démocratie. On le sait, les capitalistes chiliens n'ont jamais été aussi tranquilles que sous Pinochet. Mais si l'extrême droite est aussi prompt à revenir systématiquement sur nos droits et nos libertés politiques acquises péniblement sur des décennies, c'est que son idée centrale est que les citoyens n'ont aucune compétence démocratique. Parlez aux militants d'extrême droite, ils vous diront que les gens sont bien trop stupides, que ce sont des moutons. Mais si tout le monde est stupide, alors pourquoi délibérer collectivement ? Pourquoi la démocratie ? Le coup de force sera toujours plus efficace. Mais alors, comment faire face à l'extrême droite ? Eh bien, c'est assez simple en fait, en faisant confiance justement à cette compétence démocratique que nous nous sommes reconnus et qu'ils nous nient farouchement. Notons que le gouvernement actuel fait l'inverse, il légifère par ordonnance. Ça, l'extrême droite aussi peut le faire, et ils paraîtront d'autant plus légitimes si les gouvernements précédents ont installé l'idée que les gens n'ont aucune compétence démocratique, qu'il faut faire de la pédagogie. Enfin, vous voyez l'idée. Nous vivons actuellement dans un moment de tension extrême. Le capitalisme peut tout à fait s'affranchir de la démocratie. Il est même en lutte constante avec cette dernière, donc nos options sont limitées. Mais il y en a une qu'il ne faudrait pas négliger, c'est l'extension permanente du domaine de la démocratie, et cela passe par la lutte pour nos droits, y compris ceux liés au travail et à la production. Faire la morale à tout le monde, ça a clairement ses limites. Faire la morale aux classes populaires, c'est même devenu contre-productif. Donc, il va falloir apprendre à leur parler. Autrement, il va falloir apprendre à les écouter, leur faire confiance et leur dire de se faire confiance. Parce que c'est ça, la démocratie. Merci pour cet édito, Dridi. On se retrouve demain pour un autre sujet politique. Place maintenant au débat, le thème du jour, pour ou contre la reprise des cours en présentiel. Avec nous pour en discuter, Karine Dormoy, responsable pédagogique à l'ICP, et Clément Amable, étudiant à PSB. Alors, vous avez été tous les deux confrontés à la pratique des cours en distanciel imposée par la crise sanitaire. Vous avez donc forcément dû changer vos habitudes chacun à des niveaux différents. Vous allez donc nous présenter tour à tour vos arguments en faveur ou non de la reprise des cours en présentiel avec le déconfinement. Karine Dormoy, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. L'organisation, déjà, elle se fait de façon très simple, puisque le présentiel, c'est quelque chose qu'on pratique en permanence, donc on est assez bien rodé sur le sujet. On a une contrainte logique, c'est respecter des normes sanitaires qui nous imposent de ne remplir que la moitié de la jauge de la capacité d'accueil de la salle, et puis s'assurer que tout est bien respecté pour que tout le monde puisse venir suivre les cours sur le campus en toute sécurité. Alors pourquoi revenir sur le campus et suivre des cours en présentiel ? Parce que c'est l'essence même des cours à l'ICP, beaucoup de pratique. Donc on a eu la chance de garder des étudiants sur le campus tout au long de l'année grâce à ces cours pratiques pour lesquels on avait l'autorisation d'accueillir les étudiants. Mais au-delà de ces cours pratiques, on a aussi des tas de méthodes pédagogiques qui nécessitent que les étudiants soient là face à un intervenant pour pouvoir interagir avec beaucoup plus de facilité et d'efficacité. À noter aussi un point compliqué à gérer à distance, c'est l'attention de l'étudiant. Quand on est en présentiel, quand un intervenant, quand un prof est face à sa classe, il va voir les étudiants qui décrochent, puisque l'attention est fluctuante, c'est normal que parfois on décroche. Donc
l'intervenant va pouvoir à ce moment-là capter l'étudiant qui décroche ou le groupe d'étudiants qui décroche et ramener leur attention sur le cours. Ce qui est très difficile à distance puisque l'intervenant a souvent à distance des écrans, des photos de profil et pas mal de silence. Donc les étudiants peuvent décrocher, leur attention peut décrocher, on ne peut pas identifier ceux qui décrochent, on ne peut pas aller les rechercher. Donc ça c'est vraiment essentiel, notamment pour ce point que les étudiants reviennent en cours en présentiel. Clément, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ? Notamment sur la situation actuelle, c'est très compliqué de faire des jauges complètes. Donc il y a toujours une partie des étudiants qui sont soit chez eux, soit ils auront le cours plus tard. Et dans cette situation, c'est un petit peu dur de maintenir le présentiel parce que notamment le professeur va devoir faire le cours via les différentes plateformes en ligne et du coup il y aura quand même ce distanciel qui sera intégré dans les cours. Et pendant cette crise sanitaire, je pense que faire moitié-moitié, c'est très compliqué à mettre en place. Et pour nous étudiants, même avoir dans une journée une partie des cours en distanciel et une partie des cours en présentiel, c'est vraiment pas facile. Et harmoniser l'ensemble des cours en étant tous en distanciel, c'est beaucoup plus simple. Des fois, on peut venir sur le campus et on apprend que le prof qu'on a ou la prof qu'on a va décider, elle pensait qu'elle avait cours en distanciel. Et du coup, on arrive, on doit se mettre à 3 mètres chacun. Et on suit le cours comme si on était chez nous, mais en plus, on est en présentiel. Et je pense que les conditions sont vraiment pas faciles. On est dans une situation effectivement entre deux, et l'entre-deux c'est toujours compliqué. Toujours compliqué parce que dans la vie normale, il y a toujours les aléas. Un prof peut être par exemple malade, il y a toujours une situation à laquelle on doit s'adapter. Et là, on est dans une situation adaptée, dans une autre situation où il faut aussi s'adapter. Donc effectivement, c'est jamais parfait. Chacun fait au mieux, mais la vraie difficulté, elle est pour les étudiants qui n'ont pas cette capacité à rester accrochés au cours. On a quand même noté beaucoup d'étudiants décrocheurs tout au long de l'année. On est allé rechercher pas mal d'étudiants qui étaient connectés, mais pas forcément en interaction dans le cours, des étudiants qui ne se connectaient même plus. Le fait d'avoir cette contrainte pour eux de revenir les réaccroche à la formation. Donc j'ai envie de dire oui, c'est pas toujours simple. Parfois, on était prévu en présentiel, on se connecte avec son ordinateur dans une salle, mais peut-être que parmi ceux qui subissent cette contrainte, il y a des étudiants qui n'auraient pas du tout suivi le cours. Donc c'est idéal pour personne, il y a du positif et du négatif, mais dans ce cas-là, ça permet de ramener tout le monde, de raccrocher tout le monde à la formation, et puis de recréer du lien social qui a tant manqué aussi aux étudiants entre eux, mais le lien entre les étudiants et les profs, ça les profs nous ont tous remonté qu'ils avaient beaucoup souffert de ne pas pouvoir échanger davantage avec leurs étudiants. D'ailleurs, quand aujourd'hui vous croisez des profs dans les couloirs de l'ICP, ils ont presque envie de serrer les étudiants dans leurs bras tellement ils sont heureux de les retrouver. Ça leur a vraiment terriblement manqué. Et puis voilà, c'est un retour progressif Mais vous parlez d'étudiants décrocheurs. Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'étudiant à PSB, vous avez connu dans votre entourage, ou vous-même, vous avez décroché les cours parce que c'était en distanciel, ou c'était une meilleure manière d'apprendre et de vous adapter à la crise sanitaire pour vous ? Alors moi, personnellement, j'ai pas décroché, mais je sais que au sein de ma classe, il y en a qui ont décroché, il y en a qui n'ont pas suivi le cours pendant 1 trimestre, 2 trimestres, donc c'est sûr qu'il y a un vrai décrochage. Mais là où je vais rajouter aussi, on parle beaucoup du décrochage des étudiants, mais je pense qu'il y a aussi un décrochage des profs. Dans certains cas, des profs qui vont se transformer, ça va être horrible à dire, mais qui ils sont là pour toucher leur salaire, mais que... C'est un sujet qui n'est pas forcément évoqué, mais effectivement, il y a aussi le côté démissionnaire de certains professeurs, évidemment. Alors, ces profs, de toute façon, ils auraient été démissionnaires et pas très bons si leur objectif, c'est, en présentiel, si leur objectif, c'est de toucher de l'argent. En revanche, oui, on a des profs qui sont épuisés, qui sont au bout du rouleau, sincèrement, qui ont donné
beaucoup d'énergie pour convertir leurs cours à du distanciel alors que ce n'était pas du tout dans leur pratique pédagogique et on ne fait pas la même chose à distance, là où on ferait peut-être 40 minutes de cours didactiques à des étudiants en distanciel. Il faut rebasculer sur des ateliers, des cas pratiques, des exercices et ça pour eux ça a demandé beaucoup d'investissement, ils sont fatigués aussi. Et justement, on a pris le temps d'aller recueillir quelques témoignages de différents étudiants et justement, on va vous faire écouter leur ressenti à propos des cours en distanciel. C'est sûr qu'en solution de dépannage, le distanciel c'était bien, mais c'est quand même mieux de revenir un peu à la normale et de retrouver nos cours ici. Ça permet de voir plus de gens. Déjà, l'apprentissage, il n'est pas le même. Les cours, ils ne sont pas les mêmes. On a beaucoup plus d'apprentissage. On a une meilleure relation avec les profs et puis on a une meilleure relation avec les élèves. Pour les travails de groupe, c'est beaucoup plus facile. Le fait de pouvoir étudier en distanciel, ça donne quand même pas mal d'avantages sur le temps de trajet, le temps qui est alloué au sommeil, d'une part. D'autre part, tous les étudiants ne sont pas vaccinés et il y a encore des personnes qui sont à risque. En fait, moi, je pense que le distanciel, ça permet de mieux se concentrer. Surtout d'avoir plus de temps dans une journée pour pouvoir faire plus de choses. Après, être à 100% tout le temps en distanciel, je ne suis pas sûr non plus. Clément, vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu ? Je suis d'accord sur les points, que ça soit pour les pour ou les contre. Oui, les deux arguments peuvent s'entendre, effectivement. Parce que en plus, ceux que vous avez interrogés sortent vraiment les arguments qui sont le plus souvent utilisés par les étudiants. Mais après, sur l'argument de la personne qui parlait lui était pour le distanciel sur les temps de transport. Parce que moi, je suis en dernière année, donc j'ai eu des années avant la crise Covid, et les transports, on a su le faire avant. Donc je pense qu'on saura le faire après. Juste, le plus compliqué, c'est cette année, terminer l'année. Beaucoup d'endroits vont nous faire revenir pour, typiquement, je vais prendre mon cas. Nous, on a très peu de cours en présentiel, même quasiment aucun, et on nous fait revenir pour des examens. Donc c'est hyper compliqué de dire on va vous mettre en distanciel pendant les cours, et puis les partiels, vous allez venir les faire. On peut comprendre la logique cependant de faire passer des examens en présentiel pour éviter les risques de fraude ou de triche éventuelle. C'est des raisons qu'on peut peut-être comprendre. Ouais, mais typiquement, il n'y a pas... on dirait que pour les partiels, les jauges n'existent pas. Mais par contre, même pour faire des classes en demi-groupe, on va nous dire non, vous allez rester en distanciel. Il y a une sorte de dualité, vous ne comprenez pas trop dans le discours. Exactement, je pense que le lien entre les deux, il est pas tenable parce que soit on explique qu'on n'a pas le droit de venir en présentiel parce qu'à cause de la crise sanitaire, on ne peut pas. Mais le Covid, il est quand même là pendant les partiels. Donc je pense qu'il faut qu'on termine l'année avec ce distanciel et puis l'année prochaine on reprend les cours. C'est ce qui est prévu normalement. Frédérique Vidal l'a annoncé, la reprise des cours en présentiel complet pour la rentrée, mais c'est vrai que d'ici là il y a quand même eu une année à terminer. Moi j'avais peut-être quelques questions aussi à poser à Karine Dormois, surtout sur la mise en place du distanciel. Alors les grèves des transports de 2019, vous avez plus ou moins préparé déjà au distanciel. On se souvient déjà que Blackboard était utilisé à ce moment-là. Est-ce que, d'une part, ça a facilité cette adaptation en distanciel et surtout, c'est quoi la plus grande difficulté quand on doit réorganiser tout un système scolaire vers le distanciel ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le distanciel, il n'y a pas que la classe virtuelle, que la classe à distance. On peut avoir des cours à distance qui ne sont pas forcément en face-à-face pédagogique synchronisés avec un prof. Donc il faudra veiller sur les mois à venir à bien redonner tout son sens aux cours à distance et qui peuvent rester vertueux selon comment ils sont faits et de quoi ils sont constitués. Donc on avait été effectivement échauffé par la grève des transports et le confinement suivant qui est arrivé de novembre nous a boosté pour accélérer la mise en place d'outils qui donnaient un accès plus rapide et plus facile aux étudiants et aux intervenants à leur classe virtuelle. Donc cet outil était prévu de toute façon, on a juste boosté et accéléré sa mise en place de façon à simplifier l'organisation pour chacun, pour que chacun sache où trouver ses camarades et son prof facilement. Et Clément, est-ce que vous retenez quand même quelque chose de positif de cette période de distanciel, de cours en distanciel ? C'est une manière d'étudier qui n'était pas du tout développée, même si typiquement le groupe, ça soit PSB, j'imagine que pour l'ICP, c'est le cas. On avait déjà notamment une plateforme
qui est très bien, même on va se plaindre quand il y a 2-3 bugs, mais franchement, je pense sur ça, on est extrêmement chanceux. Donc je pense que le distanciel va prendre une part un peu plus importante dans le futur, notamment pour tout ce qui est les cours magistraux, entre guillemets, où il n'y a peut-être pas l'intérêt de tous aller en amphi juste pour écouter un prof qui va dire son cours sans interaction nous parler. particulière. Exactement, moi j'ai des profs qui terminaient, ils commençaient, ils ne nous adressaient pas la parole, ils terminaient leur phrase. Justement, pour revenir un peu sur la thématique des profs qu'on abordait tout à l'heure, ça c'est des choses qui peuvent être dérangeantes, justement, ce manque d'interaction via la plateforme Blackboard. Alors même si dans des cours magistraux, on peut tout à fait concevoir qu'il y ait moins d'interaction avec les élèves, mais disons que par exemple le fait d'aller voir le professeur à la fin de la classe, ce genre de petits détails, c'est quand même, à mon sens, des choses que le distanciel peut vous enlever. Le distanciel, c'est un chat. Donc même si on peut typiquement prendre le micro, je pense que déjà la grande majorité des échanges se font via le chat. Et même si on utilise les mots qu'on aurait utilisés à l'oral, on ne donne pas la même chose. Le ressenti, il est pas pareil. Donc il est moins efficace, je pense, en distanciel qu'en présentiel. Donc c'est là où, sur certains cours, c'est vraiment important le présentiel. Je pense qu'on partira sur un mix à l'avenir. Mais moi, il y a un point qui me fait un petit peu peur pour les prochains étudiants. Et c'est notamment j'ai commencé à avoir des écoles de commerce qui sortent des formations 100% en ligne à des prix qui sont les mêmes qu'une école de commerce. Et je pense que ça risque d'être la future arnaque des écoles de commerce. Et je pense qu'il ne faut surtout pas aller dans ces écoles-là. C'est quelque chose que vous avez décidé de mettre en place, Karine Dormoy, par exemple, des cours magistraux en distanciel? Alors, ce qui compte, ce qui est essentiel, quel que soit le type de cours, c'est que l'étudiant, que l'apprenant soit actif dans ses apprentissages. Et effectivement, dans un cours magistral, il est tout sauf actif. Donc, je ne suis pas sûre que la compréhension soit meilleure. Le fait de retenir son cours, ça, en tout cas, on est sûr qu'il y a peu de chances que ça arrive. Tandis que si on donne un contenu théorique à un étudiant à distance, qu'il le fasse chez lui de son côté, que ce soit un support vidéo, un support écrit, qu'on lui pose ensuite des questions via un quiz par exemple sur ce support, l'étudiant, l'apprenant aurait été actif dans son apprentissage, aura eu à mobiliser des connaissances du cours pour répondre aux questions et aura forcément mieux acquis ce qu'il avait à connaître. Donc ça présente en effet des avantages certains quand on peut rendre l'apprenant actif et abandonner effectivement les cours magistraux qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, plus d'intérêt en tout cas aujourd'hui, on sait faire autrement. En revanche, du 100% distanciel, ça dépend, je dirais, ça dépend aussi des sujets, des matières, des modules. Nous-mêmes, il y a des cours qu'on serait incapable de proposer à distance, d'autres qui s'y prêtent parfaitement. Et vous avez des exemples en tête sur des cours qui se tiennent en distanciel, qui pourraient se tenir bien sûr, par exemple, tout ce qui est publication assistée par ordinateur, sur des choses très basiques comme apprendre à se servir de calque sur Photoshop. Bon, les profs qui apprennent ça, et ça fait 1000 fois, 2000 fois qu'ils le font très bien, mais ça, l'étudiant peut le faire tout seul avec un tuto de son côté, un tuto, attention, pas n'importe quel tuto, quelque chose de bien calé de notre côté. Donc l'idée, c'est que l'étudiant puisse, par exemple, apprendre la théorie sur l'utilisation des filtres, mettre déjà en pratique un peu de son côté, et puis de retour en face-à-face présentiel avec son prof la séance suivante, il pourra poser ses questions s'il n'a pas compris quelque chose et réaliser les exercices que le prof lui demandera de faire à partir des connaissances acquises sur ce qu'il a appris seul, de son côté, en autonomie. Donc c'est pas vraiment seul, c'est seul à un moment donné, mais pas complètement abandonné, il est en autonomie et il reporte ses interactions avec le prof un petit peu plus tard. Et est-ce qu'un jour, l'ICP pourrait devenir une école complètement en ligne, comme on parlait tout à l'heure? C'est impossible. Par exemple, notre présence ici, on est l'exemple, voilà, ça le prouve. C'est pas du tout notre objectif. Par contre, mettre du distanciel là où c'est pertinent et où c'est favorable pour l'apprentissage des étudiants, oui, ça, on va le faire petit à petit. Je vous laisse peut-être si vous voulez conclure, je vous laisse le mot de la fin, Clément. Je pense que tous les deux, on est quand même d'accord sur la grande majorité des points. Et puis on va... divergences sur quelques détails. C'est ça, mais sur la majorité des points, on est quand même d'accord. Le distanciel, le débat d'aujourd'hui, je pense que c'est un peu contraint à cause de la situation. Il y a eu du très bon, il y a eu du mauvais.
on tirera des leçons. Très mauvais, tout certainement ça. aussi. Et puis on va espérer qu'en septembre, on retrouve une situation normale avec une vie étudiante, tout ça. En tout cas, bon, moi, je connaîtrais pas ça, mais je souhaite que... c'est ce qu'on espère tous. Écoutez, c'est une très belle conclusion pour terminer merci ce débat. Merci beaucoup oui, pour ce débat. Et merci à vous, Karine, aussi. Et merci à vous, Clément, d'avoir porté un petit peu la voix des étudiants dans ce débat. L'émission, effectivement, commence à toucher à sa fin, je vous rassure. On a gardé le meilleur pour la fin. Dans le studio avec moi, la formidable, que dis-je, l'incroyable Clara, qui est venue nous pousser son traditionnel coup de gueule ou coup de cœur, hein, c'est à voir. Alors aujourd'hui, contente ou pas contente ? Eh ben aujourd'hui, Grégoire, on est vraiment super contents. Alors Grégoire, Emma, vous aimez aller voyager ? Oui. Bah, en général, oui. Vous adorez prendre l'avion, vous envoler vers l'infini et peut-être l'au-delà ? On adore. Polluer, on est d'accord. Et vous adorez atterrir sur une île paradisiaque à l'autre bout de la Terre. Bah ouais. Mais vous avez une pseudo-conscience qui vous fait dire des choses. Non, moi je vais prendre l'avion qu'une fois par an, je pense à la planète un peu quand même. Non, j'en suis pas là, mais oui. Mais maintenant, vous pouvez arrêter d'être hypocrite et de faire semblant, car j'ai une super bonne nouvelle. Airbus a annoncé hier vouloir lancer une toute nouvelle gamme d'avions, et oui, des avions verts, sans kérosène, parce qu'on le sait très bien, ce qui pollue chez les avions, ce qui abîme le petit air qu'on respire et qui fait augmenter le niveau de la mer, c'est le... kérosène, je viens de le dire, il faut suivre, et bah oui. Airbus nous promet un avenir avec des vols utilisant 100% de carburant d'aviation durable. Concrètement, en gros, c'est un vol avec un impact neutre en carbone. On parle donc d'une étape assez essentielle pour lutter contre l'impact environnemental qui est les transports aériens, qui est donc énorme. Quand vous parlez d'avion vert, c'est la carlingue qui est verte ? Alors non, là vous faites erreur en fait, je parle de carburant, il faut peut-être un petit peu écouter. Airbus a annoncé que des vols d'essai devraient avoir lieu avant fin 2021. Donc on est en 2021, donc c'est assez proche quand même. Et le groupe d'aéronautique s'engage à faire voler des avions donc sans kérosène pour plus de zen d'ici 2035, ça va arriver bien vite. La rime est de vous ou vous l'avez piqué ? Ah, c'est moi qui l'ai inventé, petit flatteur. Alors pendant les vols d'essai qui auront lieu en fin d'année, il y aura ce qu'on appelle un avion renifleur. Alors oui, ça sonne un peu bizarre, mais ça a clairement... quoi ? Vous allez le savoir, ça a clairement la fonction à laquelle on pense, à savoir... renifler. Exactement, merci Emma, vous êtes au top aujourd'hui. Un petit avion va suivre les avions test et mesurer les émissions des moteurs, donc surtout du CO2 qui est le principal gaz à effet de serre, je l'ai celui-là, je l'ai. Donc des avions qui reniflent des avions, on n'arrête vraiment plus le progrès. Du coup, comment ils vont voler sans carburant ? Je vais vous le dire, c'est un peu pour ça que je suis venue aujourd'hui. Airbus compte remplacer le kérosène par un carburant alternatif durable conçu à partir de la biomasse, donc on va voler grâce à des algues. C'est très très rassurant. Mais ce nouveau carburant sera aussi composé en majorité d'hydrogène. Donc pour l'instant, fabriquer de l'hydrogène, ça coûte super cher, mais les scientifiques qui taffent dessus, il y a un nouveau processus, je vais pas vous l'expliquer, c'est super compliqué, et puis on s'en fiche un petit peu, voilà. Mais en gros, réussir à faire voler des avions verts sans kérosène, ça permettrait de réduire de 50% les émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2050. Je répète, 50%, donc c'est plutôt pas mal. Donc bon, c'est plutôt chouette quand même. Donc oui, Emma, Grégoire, aujourd'hui, je le répète aussi, mais je suis super contente. Bah écoutez, c'était plutôt un coup de cœur là du coup, si j'ai bien compris. Ouais, on a adoré. Merci beaucoup Clara en tout cas. Alexandre Gras, on vous retrouve à 16h pour le sens de la science avec une invitée exceptionnelle. Oui Emma, j'ai l'immense honneur dans quelques instants de recevoir pour le sens de la science une prix Nobel de chimie, la française Emmanuelle Charpentier. Nous reviendrons sur son parcours, la recherche française et surtout la place des femmes dans l'histoire des sciences. C'est quoi ça ? C'est rien. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Ah bon ? Quelle bonne idée. Ok. Merci en tout cas Alexandre, on a hâte, c'est la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui l'ont réalisé, à tous ceux qui ont participé et bien sûr merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous dit à demain à la même heure pour une nouvelle émission et on se quitte en musique. Au revoir Emma. Au revoir Grégoire. J'adore. J'étais même pas prête à avoir participé en fait.